OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va recevoir Jean-Charles Moyen qui est directeur de MUFON Québec et ainsi producteur et réalisateur du film Rive-Sud Origine. Et on a aussi Manon en studio. Bonjour Manon. Bonjour Carole. Oh, ton micro est pas ouvert. Essaye donc ça encore. Bonjour Carole. Ben voyons. C'est lequel? Je sais pas. Tu vas venir qu'à le trouver? Je vais toutes les trouver, ouais, c'est ça. Je pense que tu étais assis au micro. Tu peux changer de micro aussi? Non, reste là, ça va très, très bien. Comment a été ta semaine, Manon? Ah, ça va très bien. Ça a bien été. Bon. Une petite semaine tranquille. Ben, tu as fait des découvertes autant que moi sur les réseaux sociaux. On parle des découvertes soit de la NASA qui parle. On va en parler aussi tantôt avec Jean-Charles. Ouais. D'ailleurs, Jean-Charles, est-ce que tu es là? Oui, je suis ici. Ça va Bonjour. bien? Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine passer des vidéos sur Internet qui parlent des robots, des gens qui ont créé des robots, où ce que tu les vois faire des pirouettes, puis tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Oui, j'ai vu passer ça aussi. Est-ce que ça vous fait peur, vous deux, ce genre de phénomène-là, d'invention-là? Peur, ça dépend ce que tu appelles peur, mais dans le sens que l'être humain peut être facilement remplacé depuis déjà longtemps, mais que là, au compte-gouttes, on nous donne l'information. Ça nous fait penser fatalement à Skynet avec Terminator, ben oui. Dans lequel les robots prennent le contrôle. Et puis, si on est rendu au fait qu'ils font des pirouettes parfaitement équilibrées, on n'aura plus besoin d'humains. Déjà qu'on est remplacé dans les supermarchés, les caisses, c'est automatique au Ikea et que tu passes tes articles, on ne sait pas trop où ça va nous mener, tout ça. Effectivement. Mais j'ai vu aussi une autre vidéo qui a passé sur sur Internet. Manon, tu sais, le lien que je t'ai montré ce matin où ce que tu vois un gars qui est pas paraplégique, mais... il est quadraplégique. Puis c'est ça, c'est le même principe que le vidéo de robot que vous aviez parlé tantôt, sauf que le quadraplégique, lui, il se trouve être relié avec des cintres et on y insère une sorte de plaque au niveau entre la peau et le cerveau pour qu'il puisse en fait penser à ses actions qu'il voudrait poser. Et ça prend 2 ans, j'ai cru vous lire 24 mois, pour que le robot puisse vraiment se familiariser avec la pensée de la personne handicapée, en fait. Ça a un bon point, je trouve, à ce niveau-là pour ces gens-là, mais je sais jusqu'où que ça peut aller. C'est ça qui... Oui, les formes de plaques, justement, qu'on installe dans la tête, ce que ça dirige, donc ça dit au robot comment fonctionner, c'est ça, au mécanisme, c'est ça. Donc, si je me fie à ça, puis je ne veux pas être parano, là, mais je me demande jusqu'à où ça peut aller. Ce genre de truc-là, de plaque qu'on insère dans la tête de quelqu'un qui est dirigé, qui fait diriger un mécanisme quelconque, ça veut-tu dire qu'ils peuvent créer aussi un genre d'armée, comme tu me parlais, Manon, je trouvais ça intéressant. Moi, c'est la pensée que j'ai eue. C'est sûr que, comme tu disais tantôt, il ne faut pas devenir parano, mais avec cette plaque-là qui insère et qui fait agir le mécanisme, dans le fond, faut que la personne n'ait pas des mauvaises pensées, là. Non. Moi, c'est ce que je pense, là. Si la personne a le moindrement une petite tendance violence ou quoi que ce soit, ça peut apporter d'autres répercussions, là. Bien, c'est ça, je me demande si on peut pas créer justement une sorte de gens qui vont opérer selon les directions données par ces plaques-là qu'on insère dans la tête des gens. Ça peut aller loin, là. Oui. Je pense que oui. Déjà, on en parlait déjà il y a 25 ans dans X-Files avec les super soldats.
Voilà. Les gars avaient des exosquelettes et puis ils avaient des plaques comme ça. Et puis si on peut diriger un peu comme une voiture, les voitures Tesla, on peut les diriger à distance. Il y en a même qui se sont amusés à pirater le système et puis à faire arrêter les autos pour rigoler ou les faire passer au feu rouge ou au feu vert. Eh ben, on peut très bien donner à l'ordre de quelqu'un d'aller tuer quelqu'un et puis c'est le contrôle, hein. Donc l'asservissement de la race humaine, tout ce qui est marqué dans les écrits, le 666, faut pas oublier qu'il y a des calculs dans l'intelligence artificielle qui s'appuie sur la base du calcul, c'est 666. Hein. Le démarrage du programme, c'est 666. Hein. Ben, ça fait peur. Ça fait peur, en quelque sorte, parce que je me dis, crime, tu sais, tant qu'à parler, tu viens de me nommer le nom de Tesla, effectivement, je ne sais pas si tu es au courant que l'oncle de Donald Trump a eu en main les travaux de Tesla. Est-ce que tu étais au courant de ça? Oui, tout à fait, oui. Nikola Tesla, 2 semaines avant de mourir, avait dit qu'il avait fabriqué et qu'elle était fonctionnelle, une machine à voyager dans le temps. T'es-tu sérieux? Oui, et lorsque, pas assis sur une chaise et puis tu te décorpores en voyage astral, on parle de physiquement, tu ouvres une brèche temporelle, tu rentres, tu fais ce que tu as à faire, tu reviens. Et 2 semaines plus tard, il est décédé, Tesla, dans la pauvreté la plus totale, et il y aurait des gens du gouvernement qui seraient venus prendre tous ces documents, notamment les appareils qu'il a fabriqués et les plans pour faire cette machine, et soi-disant, encore en parlant au soi-disant, eh bien, ça serait l'oncle de Donald Trump qui avait les brevets de Nikola Tesla. Tu trouves pas que ça fait curieux du pourquoi qui est en place, ce monsieur-là? Avec tout ça? Oui, en même temps, on voit ce qu'il fait aussi, surtout. Il y a beaucoup de gens qui disent du mal de tout le monde. Hein. Dès que tu es en place dans un poste politique, quel qu'il soit, tu te fais tout le temps tirer dessus, boulet rouge par les gens. Mais le truc, c'est que il y a quand même pas mal de choses qui sortent maintenant. On sait que Donald Trump, il est comme il est, mais il y a des bonnes choses qu'il fait, des mauvaises choses qu'il fait. Alors bien, il y a des gens qui vont dire ouais, mais là. Mais quand on diabolise quelqu'un, eh bien, c'est peut-être parce qu'il est dangereux dans le sens qu'il dit des choses que les autres ne veulent pas entendre. Et c'est ça qui se passe. Et en ce moment, on sait très bien que les médias, en général, mondiaux, cachent la vérité sur plein d'événements ou transforment la vérité. Et le peuple est en train de se réveiller parce que grâce à Internet, grâce au iPhone, au téléphone, on est capable de filmer des manifestations où on dit qu'il y a juste 1000 personnes et en fait, il y en a 100 000. Et les gens ne veulent plus maintenant se fier aux informations. Alors, comme toutes les informations sont tronquées, manipulées, avec le fameux logiciel Deepfake qui permet de changer le visage. Eh oui. Alors là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. On peut faire dire n'importe quoi à quelqu'un. On peut dire, oui, on vous a filmé, c'est vous. Effectivement, c'est bien lui, mais sauf que ça n'est pas lui dans un sens vraiment physique. Hey, ça, c'est vrai. C'est dangereux en tabarouette. Ouais. Hey, tu peux faire inculper quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a même pas dit parce que c'est un deepfake en fin de compte, là. Bien sûr. Exactement. Alors la technologie est en train de servir et en même temps d'asservir. C'est quand même curieux, quoi. Puis je te parle pas du 5G qui est un des programmes spéciaux pour justement éradiquer le plus de monde sur la planète. Carrément, ouais. Mais ça fait peur. Honnêtement, là, je sais pas l'avenir où on s'en va avec ça, mais je pense que ça fait peur à quelque part. Sauf que la différence, c'est que nous sommes au courant de ce que ça fait. Quand tu as peur de quelque chose sans savoir ce que c'est, quand tu ne sais pas quoi combattre, c'est beaucoup plus épeurant. Mais quand tu sais contre quoi tu te bats, tu as peut-être une chance de s'en sortir parce que tu sais exactement c'est quoi ton adversaire. Là, on sait que le 5G, c'est pas bon. On sait qu'il y a le réchauffement climatique. On sait tout ça. Là, après, c'est à nous de conscientiser et que nous, le peuple de la Terre, se lions ensemble pour justement essayer de parer à cette éventualité de la destruction de la planète, parce qu'on est tous responsables de notre écosystème, de jeter un papier, quelqu'un dit, c'est pas parce que j'en jette un. Ben oui, parce que 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait des millions de personnes. Il y a des poubelles de plastique dans la mer énormes, il y a des mers de plastique. J'ai vu ça sur Internet, c'est horrible. Ben oui. On peut même pas nager, il y a comme 3 pieds de plastique dans l'eau. Alors, c'est nous qui sommes responsables de ça.
Alors effectivement, si nous, on a la conscience de ça, on est capable de se mobiliser puis de faire shifter tout ça dans le positif. Alors oui, ça fait peur, mais en même temps, on peut pas dire qu'on le sait pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, tu vois, avec la petite Greta qui se fait huer, qui se fait... en plus, c'est une autre affaire. Ça que les gens... J'ai l'impression que les gens voient de la conspiration partout, s'il n'y en a pas, à quelque part, mais en même temps, c'est jusqu'à où est où la vérité dans tout ça? Ben, faut pas oublier une chose aussi, c'est que tout ce qui dérange a tendance, justement, comme la petite Greta, elle a des points importants, mais ils vont aller chercher le négatif de cet enfant-là, genre, elle est trop jeune, elle est trop ci, elle est trop ça, elle devrait aller à l'école. Ça va bien de dire des méchancetés comme ça quand tu veux pas voir ta propre responsabilité là-dedans. C'est pas juste... Oui, il y a une partie que le gouvernement peut faire. Il peut aider, il y a quand même un pouvoir entre les mains. Mais nous, en tant qu'être individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est comme tu disais tantôt, Jean-Charles, tu jettes un papier, c'est pas grave, un papier, oui, mais 1 + 1 + 1, ça va vite. Et moi, j'ai cette tendance-là à pas vouloir jeter mes choses par terre dehors. Là, j'ai arrêté de fumer, mais quand je fumais, je jetais pas mes top par terre. Moi, j'en avais partout dans mes poches, dans ma sacoche, juste pour pas les jeter par terre. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, malheureusement. Et là où ils vont la maltraiter, cet enfant-là, justement, je dirais cette grande enfant, parce qu'elle a une grandeur d'âme quand même assez impressionnant. Je dirais que elle va déranger tous ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui se promènent avec des œillères ou ben non, c'est pas juste un petit papier quelconque, là. C'est ça que ça dérange. T'as raison, mais je pense que Greta, moi, sur le coup, quand je l'ai vu arriver, j'ai comme pris un recul en me disant, bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai tout lu, j'ai tout écouté sur elle, donc je suis pas le genre de personne, comme je disais à Carole, à critiquer quelque chose quand je ne le connais pas. Donc là, j'ai étudié exactement qui elle était, ce que faisaient ses parents, etc., etc. Dans le fond, dans l'ADN de ce qu'elle dit, elle a tout à fait raison. Mm-hmm. Comment osez-vous? C'est vrai, parce que c'est du foutage de gueule total. Le message est clair et quoi qu'on en dise, cette petite-là, elle dit la vérité. Maintenant, ce qui est derrière, je pense qu'elle est manipulée par des élites ou quoi que ce soit, parce qu'elle doit servir d'autres desseins, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, ou elle est peut-être même pas consciente de ça, elle est utilisée, parce que c'est une sorte d'égérie. Mais là-dessus, je peux te dire qu'une personne autiste ne peut pas être dirigée, ne peut pas se faire dire quoi faire. Ils ont déjà sont dans leur monde. Ils sont difficilement manipulables, ces gens-là, le savais-tu? Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est pas dans cette manipulation que je parlais, Carole. Je parle de la manipulation de l'amener à tel endroit, endroit. Tous ces voyages sont payés par un multimilliardaire norvégien qui ferait partie, soi-disant, du nouvel ordre mondial, parce qu'il faut bien payer ses voyages quand elle se déplace. Il faut bien... qui c'est qui paye tout ça? Et personne n'a jamais pensé à savoir c'est qui. Alors quand tu remontes un petit peu la ligne, tu te rends compte qu'il y a des gens pas très clairs qui sont impliqués dans sa croisade, dans sa bonne croisade. Mais il y a des gens pas clairs. Je te dis ça comme ça, mais imagine-toi qu'elle serait en photo en train de manger avec Monsanto, par exemple. Tu vois, c'est quand même assez stupéfiant. Malgré tout, le message qu'elle passe est très bon et très pur et ça a mobilisé plus de 500 000 personnes à Montréal. C'est quand même incroyable. Effectivement. C'est à peu près le chiffre qui s'est passé. Donc ça veut dire que les gens ont quand même un éveil, une conscience de réaliser qu'on part en vrille, quoi, qu'on va dans le mur. Mais après, ce qu'elle délivre comme message, il y a d'autres choses que des gens conspirationnistes ou pas vont analyser et force est de constater qu'il y a des choses bizarres. Alors, je dis pas que tout est mauvais, mais il y a du bon. Mais il y a aussi des choses, il faut pas non plus avoir des œillères. Il faut faire attention à ce qu'on nous sert comme plat. Je veux dire, c'est bon, mais fais un peu le tri. C'est dans le domaine ufologique, c'est la même chose. Sur 5000 vidéos sur Internet, il y en a peut-être 4999 qui sont pourries et il y en a une qui est vraie. Mais elle va passer à la trappe avec toutes les autres. Exact. Mais le message sera passé. À nous de le décoder. Donc, ce qu'elle dit, c'est à nous de le décoder et de prendre et à laisser ce qu'il y a à laisser. C'est ça que je pense. Oui, mais je pense aussi la même chose que toi, je dirais. Parce que j'ai un petit peu de misère à... Moi, quand je vois
qu'on la traite de toutes sortes de noms que je trouve ça épouvantable parce que, en tout cas, je m'autant garder mes mes propos. Ça va être, je vais être plus sage. Mais Jean-Charles, on parle aussi d'un article qui est sorti cette semaine, en fait, qui parle de Mars, où on dit que la NASA a trouvé des traces de vie, mais qui se demande si le monde est préparé. Ben oui, c'est drôle, hein? Ben oui, c'est drôle. Ça me fait penser à ton film tellement, là. Ben oui, parce que moi, quand j'ai commencé à parler de Mars, de la Lune, de la Space Force, mon film est sorti au mois d'avril. Ça fait longtemps que j'en parlais déjà avant. Ben oui. Et au mois de juillet, Trump et Macron ont annoncé qu'ils allaient faire une force spatiale. Alors, comme j'ai toujours dit, on fait une force d'armée de terre, d'armée de l'air, d'armée de mer pour défendre un continent, pour défendre quelque chose. Pourquoi on fait une force spatiale s'il n'y a rien à défendre dans l'espace si on est soi-disant tout seul? Et Elon Musk, le monsieur Tesla, qui nous fait des satellites, en veux-tu, en voilà au-dessus de la Terre, a déclaré cette semaine qu'il n'y avait pas de vie ailleurs. Quelle présomption quand même de dire ça. Hein? Et alors donc, oui, il l'a dit, donc s'il l'a dit, c'est vrai. Alors sur Mars, on est en train de nous préparer, solidement, parce que le jour où le choc va être là, ça va être tout un choc. Hein. Parce qu'entre les microcosmes qu'on nous dise que dans l'eau il y a de la vie parce que il y a des microbes. Là, on n'est pas en train de parler de microbes sur Mars, on est en train de parler d'un contact. Ben justement, là c'est Jim Green là, qui est directeur des sciences planétaires de la NASA qui l'a dit. Bien sûr. Et il l'a dit en même temps aussi, on ne sait pas si on va vous l'annoncer à vous, terrien, parce qu'on n'est pas sûr de... Hey, tu vas être obligé d'avouer que tu nous as menti pendant des années, que tu as caché des choses et que en même temps, que d'être obligé d'admettre que les témoignages sont véridiques pour la plupart. Je dis pas que tout le monde qui témoigne sur quelque chose, que c'est automatiquement quelque chose de humanoïde quelconque, là, mais... Carole, on va aller dans les suppositions, OK? On va dire supposons. Supposons qu'il y ait vraiment de la vie sur Mars. Les gens vont se dire, tout de suite, la première réaction, des petits martiens. Oui. Ils voient tous des bonhommes verts en plus. Voilà. Si on leur annonce que c'est pas des créatures comme ça, c'est des gens comme toi et moi, qui, supposons, je dis toujours supposons pour que je me fasse pas taper sur les doigts, que ces gens-là sont en fait des gens qui ont été abductés dans les années 30, 40, 50, toutes les années, et qui ont été parachutés sur Mars, sans qu'on leur dise qu'ils venaient pas de Mars, ils ont fait des enfants, des petits-enfants, et que sur Mars, l'air est respirable. Supposons encore que l'air est respirable, qu'il y a des magasins, qu'il y a des centres commerciaux et qu'il y a peut-être un Starbucks ou un McDo, je sais pas, on va dire, et que les gens vivent normalement comme ici. Mais eux, comme dans le film de Rive-Sud, ils ne savent pas qu'on existe parce qu'on leur a dit que la Terre avait explosé en 2012 ou qu'il y a eu une guerre nucléaire et que eux, ils n'ont pas la conscience comme nous, on n'a pas la conscience qu'ils existent dans l'autre sens. Imagine si la NASA déclare que non seulement on n'est pas les seuls, mais qu'il y a des gens de chez nous là-bas. Tu t'imagines la réaction qu'il va y avoir ici, les religions, tout ça, mais tout va tomber. Ça serait un cataclysme, ça serait un Hiroshima psychique. Je veux dire, c'est pour ça que des fois, quand on dit « mais pourquoi le gouvernement, il cache la vérité ?» Ben moi, je vais te le dire, c'est ma théorie à moi, ok? Je pense qu'ils sont tellement arrivés loin dans leurs mensonges qu'ils ne peuvent pas dire la vérité parce que ça c'est comme... c'est trop gros. C'est plus... On n'est pas les seuls, premier step. On est en contact, deuxième step. On est très en contact avec eux et des gens de chez nous traversent la galaxie dans des programmes spatials clandestins. On est très au courant de ce qui se passe et on vit très bien comme sur la Terre mais sur Mars. Troisième, quatrième step. Là c'est le clash, là. Parce que les gens vont se révolter contre le gouvernement, contre tout, parce qu'ils vont prendre conscience qu'on les a pris pour des buses, comme tu dis, et que c'est... Alors moi, des fois, je me dis, est-ce que c'est bon ou pas, effectivement, de dire... Les gens sont là, oh, mais moi, je suis capable d'en prendre, je suis capable, mais bon, admettons, on te met un reptilien de 8 pieds devant toi, même si tu es au courant que ça existe... tu te fais dessus, quoi. Je veux dire, il faut c'est sûr que je me fais dessus. Il faut être réaliste que entre savoir et voir, c'est une grande différence. C'est clair. Alors moi, je pense que c'est pas tellement faux de dire est-ce que les gens sont prêts. C'est pas prétentieux de dire tu penses que je suis con parce que je suis pas prêt. Non, c'est pas ça.
parce que ton cerveau, là, est-ce qu'il est prêt à assimiler l'information que ça y est, là, on est plus tout seul, puis que là, les gens vont dire, il y en a qui vont dire, waouh, c'est super et tout. D'autres vont dire, mon Dieu, ils vont nous bouffer, ou je sais pas. Les gens vont penser, tu sais, avec tous les films qu'on a fait à Hollywood, on les a vraiment dépeints, des fois, pas spécialement gentils. C'est assez pour faire dans ses culottes, comme tu dis. Exactement. Donc, c'est ma théorie, comme j'ai dit, supposition. OK? Mais là, j'ai de la grande visite qui est rentrée en studio. Il faut absolument que je lui demande son opinion là-dessus. C'est François Petitgrou, l'animateur de Rap Québec. Bonjour, François. Bonjour, Carole. Je suis très heureux. Bonjour à ton invité également au téléphone, puis à toute ton équipe. Oui. J'ai vu la nouvelle sortir hier et tout de suite, ça m'a interpellé beaucoup. Puis c'est drôle, je vous écoutais converser, puis ça m'a fait réaliser qu'on vit le même phénomène aussi à une échelle micro dans nos relations humaines. Maintenant, en 2019, on voit beaucoup des situations où les gens prennent pas le temps de te mettre au fait, ils te disent pas la vérité, ils se revirent de bord, t'as plus de nouvelles d'eux, puis ils tournent les talons, puis tu comprends, c'est comme rendu normal de pas aller au bout de la vérité, parce que maintenant, c'est facile de juste se retourner puis d'ignorer les gens. Et tu vois, moi, j'en suis arrivé à croire à ça, pas parce que j'ai eu des expériences, pas parce que j'en ai vu, pas parce que je suis pro-théorie du complot. J'en suis arrivé à croire à ça à travers un cheminement de vie puis une espèce de quête spirituelle au bout. Quand tu veux apprendre à te connaître, ça passe beaucoup par l'introspection et une espèce de relation spirituelle avec ton environnement. Puis, pour retrouver une certaine paix intérieure, il a fallu que j'en arrive à admettre ça. Pas parce que ça me faisait plaisir de l'admettre, pas parce que je voulais le reconnaître, mais simplement pour retrouver la paix. Et c'est drôle, depuis que moi, personnellement, j'ai fait ça dans ma vie, tranquillement, les différentes sources, les différentes informations coulent dans l'actualité, dans les médias. De plus en plus de gens sont allumés. Il y a vraiment... Je pensais pas le vivre de mon vivant. Je pensais pas l'expérimenter de mon vivant. Je pensais pas voir cette transformation-là dans le monde de mon vivant. Mais clairement, ça se passe en ce moment. Ben, c'est pas fini, hein? Non, parce que plus que tu rouvres, tu viens d'ouvrir une porte, carrément, ton esprit vient de s'ouvrir, puis je pense que ta conscience aussi va prendre le dessus. Donc, tu vas comme... Moi, Jean-Charles, je suis sûr que tu es d'accord avec ce que je vais dire là, c'est que dès que tu rouvres cette porte-là, tout va couler à flot après, et tout va rentrer. Oui. Et il y a des gens qui, pour ne jamais perdre la face, ne diront jamais la vérité. Et ça, c'est vrai. C'était ça le point de ton invité au téléphone. Puis moi, je trouve qu'il a mis le doigt dessus, comme on dit. Carrément. Ouais. Carrément. Ben, tu sais, ça me fait penser à une histoire. C'est vraiment un parallèle qui n'a rien à voir. Mais en France, il y a un gars qui a fait croire pendant 30 ans qu'il était médecin à sa famille. Il mentait, il empruntait de l'argent à tout le monde. Et à un moment donné... son mensonge est devenu tellement gros qu'il a commencé à se faire découvrir par des amis et tout. Et la seule solution qu'il a trouvée pour continuer son mensonge, c'est de tuer ses amis. Et ensuite, il a tué ses parents, il a tué les grands-parents, il a tué sa femme. Ça a été assez terrible. Ça a défrayé la chronique il y a à peu près 25-30 ans de ça. Donc, juste pour faire un parallèle en disant que quand, à un moment donné, il aurait fallu qu'il commence à en parler en 45 quand il y a eu le crash de Roswell, de dire qu'on n'est pas seul, on a récupéré ça. Les gens auraient commencé à être habitués dans le folklore un peu de qu'on n'est pas tout seul. Et puis après, il y a eu un contact, et puis que Eisenhower a pris contact, puis cela, puis parler de ce qui s'est passé pendant la guerre en 39-45 avec les ovnis et tout. Et puis là, ça aurait mis la table. Mais là, ils ont tellement attendu. Et que maintenant c'est devenu tellement que là on est ailleurs, on vit sur d'autres planètes, il y a des humains, il y a des conglomérats et en veux-tu en voilà. Et à la Star Trek, un jour on va dire ouais mais c'est Star Trek, c'est un film. Il faut pas oublier que tous les films s'appuient sur des vrais faits qu'on met, qu'on glisse, qu'on dissémine volontairement pour que certaines personnes dans la population réalisent et allument le reste de la population. Mais là en ce moment
ils sont en train de se rendre compte qu'à un moment donné, les petits amis en haut et les petits ennemis, ils vont se dire, bon, on est tanné, là, on se montre. Parce que là, il va falloir que les gens soient au courant, et là, on va te balancer dans la marmite d'eau bouillante d'un coup. Et la NASA, là, ils savent plus comment faire parce qu'ils savent que ça s'en vient. C'est que là, ils sont en train de dire, ouais, bon, on sait pas si les gens sont prêts. Et ils ont déjà la réponse. Tu comprends? Ouais, mais hein? Ils ont déjà la réponse. Ils savent très bien qu'on n'est pas seul, ils savent parce qu'ils sont en contact. Alors là, ils sont en train de plus ou moins préparer le monde, mais j'en connais, moi, pas dans mon entourage, mais dans la vie en général, qui sont loin d'être prêts, qui me demandent encore, est-ce que ça existe, les ovnis? Je me dis, lui, là, quand ça va débarquer, j'aimerais pas être dans ses chaussures. Parce qu'il va prendre un mur. Ben imagine, oui, totalement. Mais c'est pas qu'il est, la personne est ignorante parce qu'elle a jamais, s'est jamais intéressée à ça. Puis, tu sais, tu peux me parler de n'importe quoi dans la vie, les fleurs ou les abeilles ou je sais pas quoi. Moi, si je suis pas un spécialiste, que je suis pas au courant qu'il y a une race d'abeilles noires et rouges, ben je te dirais, je savais pas que ça existait. Tu sais, donc c'est pas pour ça que je suis bête, mais je suis ignorant de ce côté-là. Ben ces gens-là ont vécu métro, boulot, dodo, travaillé 40 heures semaine et puis ils tournent leur gazon et puis ils ont une famille comme les Simpsons et puis voilà. Puis c'est la vie. Sauf que eux, quand ils vont savoir qu'on n'est pas tout seul et que ça va débarquer d'un coup, alors c'est pour ça que la NASA, ben ils sont en train d'essayer de prendre des gants, mais je pense que ça va leur échapper parce qu'il y a trop de monde qui sont comme nous, les émissions Coast to Coast, Michael Salla, les gens commencent à se réveiller. Je vois ce qui se passe autour quand on fait des conférences avec le MUFON, etc. et tout. Les gens ne posent pas des questions stupides, ils sont au courant. C'est en train de grossir de plus en plus, vraiment, et ça c'est bien. Là, je vais avoir une question pour François, juste comme ça. OK. Je vais te mettre en situation avec tout ce qu'on vient de dire, avec parce que on s'entend que tu fais une émission sur le rap. Rap Québec, c'est pas vraiment une émission comme la mienne, là, comme la nôtre en ce moment-là. Non. Mais je le sais bien que tu as une ouverture d'esprit grande et que tu es capable de voir ou de sentir des choses à certains moments, mais... Je dirais pas que c'est contre mon gré, mais quasiment. C'est pourtant un cadeau, je peux te dire. Ben apparemment, mais j'ai pas expérimenté le cadeau qui vient avec encore. J'ai juste reçu l'emballage. Ben rouvre-le vite parce que tu vas parce que tu vas voir que c'est vraiment plaisant. Après, tu peux voir quelqu'un puis sentir si cette personne-là est correcte ou pas, ou si cette personne-là te ment ou pas. Ah ben ça, par exemple, maintenant, parce que longtemps, ça a été une question de... C'est comme si je voulais pas... j'avais de la difficulté à accepter la vérité. Tu comprends? Quand je la ressentais puis je la vivais, ben je la niais. Tu la niais? Je la niais. Donc, je me niais, moi. Je me reniais, moi, dans ce que je ressentais. Puis c'est à travers des exercices... De la vie? Ouais, des exercices de la vie, puis avec des gens qui te sont tombés dessus? Ben, non, peut-être par hasard, mais en même temps aussi, il faut croire que je les cherchais. Tu sais, à un moment donné, tu veux être heureux, tu veux vivre ton bonheur, puis surtout, si tu veux le partager. Oui, c'est ça. Je veux dire, il faut que tu le cultives. Et non, c'est carrément ça. Maintenant, je suis plus alerte et je les ressens plus, ces choses-là, oui. Bon, admettons là, que tu vois un engin qui vient au-dessus de ta tête, qui te récolte, comme ça on peut dire. Il vient te chercher, puis il t'amène sur Mars. OK. Là, c'est de la science-fiction. Ben, absolument. Carrément, mais quand on dit science-fiction, c'est des choses qui peuvent être possibles quand même. Mais dans ton imaginaire... Premièrement, si c'est moi qui prenne, il y a une erreur, c'est sûr. Non, mais des fois, ils ont peut-être besoin des DJ en haut. Ça, je suis pas pris. Mais je te dirais, admettons qu'on t'enlève. Mais pour nous, ici, les terriens, t'es porté disparu. Ouais. Puis où est-ce qu'il est rendu? Ils vont faire des fouilles. Puis il y en a plusieurs comme ça qui sont portés disparus, qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Là. On s'entend que c'est vrai. Tu ne retrouves pas toujours la personne portée disparue, même 40 ans plus tard, c'est toujours pas trouvé. Là. Ouais. Mais imagine que tu es rendu sur Mars et qu'on t'a dit, rendu sur Mars, la Terre est démolie, est détruite. Tu es un des rares survivants avec les autres ici, parce qu'ils en ont enlevé plusieurs. Tu es l'un des survivants ici qui reste. OK. Mais tu peux pas retourner sur la Terre parce qu'elle est irrespirable, invivable, et la Terre n'existe plus. Dans sa forme qu'on connaissait. C'est ça. Donc, toi, t'es pas là.
tu peux pas voyager à partir de Mars pour revenir pour vérifier si c'est vrai. OK, ouais, ça. C'est vrai. Tu peux pas vérifier, donc tu vas croire à ces mensonges-là. Puis t'es pogné sur Mars à travailler comme un sans-génie qui va peut-être travailler pour les extraterrestres ou pour... Ou quiconque, là. Ben, c'est ça, quelconque martien. Petit bonhomme vert. Musique sur Mars. Ou grand. OK. Ouais. Tu sais, mais c'est vrai, pareil. As-tu pensé ça? Le gars, comme toi, qui est rendu de l'autre bord? Hey, puis tu peux pas le vérifier, là. Comme nous, on peut pas vérifier de notre vivant. Si moi, je veux y aller sur Mars, comment m'en faire pour y aller si j'ai pas de fusée, si j'ai rien, j'ai pas de véhicule pour me rendre là? Je peux pas le savoir. Mm-hmm. Non, mais je vais croire ce que la NASA va me dire. Ben, et là, je pense que ton invité va être d'accord avec moi. Dans le fond, ça, c'est ce qu'on appelle la simple et la double ignorance qui est expliquée dans l'allégorie de la caverne. Mm-hmm. Donc, si tu penses que tu es enchaîné, tu bougeras pas. Ouais. Tu sais, tu feras même pas l'effort, tu as la conviction d'être enchaîné. Hey, c'est alors, bon, ça. ben oui, alors que à partir du moment où... Parce que c'est super bien expliqué à travers cette allégorie-là, mais je pense que le monde moderne est aussi le reflet de ça, puis c'est un peu ça la mise en situation dans laquelle tu me places. Mm-hmm. Je pense qu'il faut... Si sur le plan individuel, on n'est pas en quête de vérité, tu passes à côté de ton expérience humaine. À mon avis. T'as raison. Mais bon, est-ce que... et là, va savoir, je me retrouverais sur une mise en situation comme dans laquelle tu me places. Moi, j'aurais besoin qu'on fasse une mise à jour certain, là, tu sais. Puis j'ai toujours eu un peu de difficulté avec l'autorité. Donc, probablement que je serais probablement en révolte, moi, dans une situation comme ça. Mais en même temps, la prison est autant, sinon plus forte lorsqu'elle est mentale et cérébrale que si elle l'est sur le plan physique et environnemental. Alors, moi, j'espère qu'on va être témoin de tout ça. Vraiment, vraiment. Puis je trouve ça malade, OK? Parce que le fait qu'on a démarré CJMD, que t'aies pris la relève de Jean Cazot avant, et que moi-même, je me retrouve dans une station qui n'a pas peur de parler de ces choses-là, même si moi, j'ai pas le goût d'être assis à ta place présentement. J'ai toujours été sensible à ça, puis tu comprends, il arrive rarement les choses pour rien, puis... c'est ce qu'on appelle la loi de la synchronicité. Exactement. On attire à soi. Plus on a une ouverture, plus on attire les gens et les choses vers soi. Et la station ici s'adresse à qui? Elle s'adresse davantage aux gens plus jeunes, qui ont une ouverture d'esprit, qui sont un peu... Ben là... non, on s'entend que je pourrais être ta mère. Non, j'aime ça, moi, ce bout-là. Ouais, mais tant mieux, c'est une rajeunie. Oui, non, c'est vrai. Ça va chercher un autre créneau, un autre type de personne plus ouvert à des choses différentes. Les gens qui écoutent du hip-hop, les gens qui écoutent du rock, metal, punk, alternatif, c'est la plupart des gens qui sont qui ont une façon d'être et de s'exprimer qui est un peu anarchique, qui est différente, qui est plus ouverte d'esprit. C'est comme si nous, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous étonne. Tu sais, alors qu'ailleurs, tu vas être dans un format. Ça va être conventionnel, ça va être conservateur comme milieu. Donc, clairement... On déborde. On déborde et en même temps, tu t'adresses à des gens qui sont ouverts à recevoir ça. C'est des gens qui vont avoir des conversations avec les gens autour d'eux, avec leur environnement. C'est des gens qui vont être curieux par la suite, qui vont aller fouiller sur Internet. Pas juste fouiller pour prendre le premier vidéo sur le bord. Hey, on a parlé d'extraterrestres à la radio ou de ci ou de ça. Puis ils vont creuser, ils vont vérifier la source. C'est des gens qui... assurément, sont en beau maudit de voir qu'il y a la moitié de la planète Internet qui rit de la petite Greta parce qu'elle est juste sensible à l'environnement puis qu'eux, ils décident de se gâter son cas, tu sais. C'est... En tout cas, je pensais pas me retrouver dans une grande conversation comme ça ce matin. C'est intéressant. Non, mais c'est le fun. C'est une visite imprévue. Ouais.
Et je suis bien contente que tu sois là. Fait que ça fait... J'apprécie. Ça fait 2 voix masculines contre 2 féminines avec l'émission. Mais sur ces belles paroles de sagesse, on va aller à la pause. Alors, quitte pas, Jean-Charles. Oui. On vous revient tout de suite après. OK. Et durant la pause, François, tu nous as raconté un truc qui me fait capoter. Ouais. C'est vraiment de la synchronicité pure et simple. Ouais. Tu as vécu quelque chose cet été? Je veux que tu le racontes. Tu sais, tantôt, je t'expliquais que c'est à travers une quête personnelle puis ma petite vie spirituelle qui m'appartient à moi que j'en suis arrivé à être ouvert à l'existence peut-être de d'autres vies dans le monde. Puis c'est niaiseux. Moi, je faisais souvent de la méditation en écoutant un livre audio qui s'appelle « Conversation avec Dieu ». Puis au moment où je suis juste tanné d'écouter « Conversation avec Dieu », parce que j'ai le goût d'écouter d'autres choses, tout simplement et tout banalement. À l'intérieur de moi, j'ai comme le goût de régler une problématique au niveau de ma relation père-fils. Okay. Puis je comprenais pas pourquoi, malgré tous mes efforts, malgré le fait que j'avais compris que je n'étais pas nécessairement placé pour juger, que j'étais, tu sais, si ça, à un moment donné, t'évolues, tu grandis, puis tu finis par prendre du recul sur la façon dont tu as jugé tes parents. Puis à ce moment-là, comme cette réconciliation-là, c'est cette journée-là, je voulais écouter Conversation avec Dieu. J'étais un peu tanné et j'ai vu suggestion de documentaires intéressants dans la colonne sur YouTube. Et là, je suis tombé sur Thrive, que vous connaissez sûrement très bien, qui est un documentaire là, qui replace les faits en perspective, qui parle de vie extraterrestre, qui parle de comment on devrait... dans le fond, le documentaire parle de comment l'être humain devrait s'adapter pour prospérer dans une perspective où tu acceptes et tu reconnais qu'il y a probablement d'autres vies sur Terre. Bon, ceci étant dit, je pars cet été travailler avec la compagnie Biome Canada pour construire du prêt-à-camper dans les parcs nationaux. Alors, on s'est promené dans l'est du Canada, à gauche, à droite, et je me retrouve à Alma, au Nouveau-Brunswick. C'est l'endroit où il y a les plus hautes marées au monde, dans la baie de Fundy. Et moi, quand j'arrive dans un nouvel endroit, souvent avec la compagnie, même si on travaille le lendemain, j'ai de la misère à rester en place. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais sortir, marcher, je vais aller me promener dans le bois, dans les sentiers, je vais chercher le point le plus haut, je vais aller me promener sur la plage. Là, c'était les marées les plus impressionnantes au monde. Alors, tout de suite, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je me sens aligné vers la plage. Et là, pendant que je suis en train de regarder la mer, il y a 2 filles qui sont en train d'écouter de la musique dernièrement un peu plus haut sur un terrain qui donne vue sur la mer, accès à la plage directement. Et elles m'interpellent, genre en faisant signe, non, tu sais, viens nous voir. Fait que je marche, je vais jaser avec eux et... ils sont vraiment cool. J'explique que je suis nouveau dans la place. Puis là, elle dit ça, tu vas voir, c'est vraiment petit, tout le monde se connaît, on risque de se recroiser à la prochaine. Et le lendemain, je retourne au même endroit en me disant, je vais peut-être me recroiser les filles, je connais personne là-bas. Et je remarque que le terrain des propriétaires de l'endroit où est-ce qu'elles étaient, l'endroit est comme fait en triangle. Il y a au centre... C'est comme une clairière. Le terrain a été dégagé. Il y a du bois tout le tour avec un grand chemin qui mène à la maison au bout. Et le terrain est en triangle. Spécial. Avec une grosse pierre qui servait au moulin probablement à l'époque. C'est un cercle avec un trou à l'intérieur, là. Okay. Mais tu sais, c'est bien taillé. C'est ça. Et je regarde la forme du triangle et là, je me promène le long du terrain, tu sais, parce que c'est une propriété privée, comme plus ou moins le droit d'être là. Et je remarque qu'il y a un paquet de pierres empilées sous forme de petites pyramides, des pierres avec des formes toujours disposées d'une étrange façon. Et je continue à m'avancer. Je suis curieux un peu. Et je continue à m'avancer. Et là, je remarque que plus loin dans le bois,
il y a comme une cabane que là, je m'en vais voir. La cabane, clairement, c'est une vieille cabane. Il y a l'espèce de crop circle là, qui est l'espèce de labyrinthe qui est dessiné sur la cabane. Puis là, c'est pas gravé... je t'expliquerai après, tu vas capoter le phénomène. Je remarque, et là, je fais une recherche sur ce crop circle-là. Je me promets, puis là, je réalise, hey, tout n'est pas disposé pour regarder la mer. Tout est disposé pour observer les étoiles. Oui, un peu comme... Et sur le coin de l'entrée du terrain, je tombe sur une pierre qui m'apparaît comme si c'était une bûche. Et là, je fais, hein, c'est donc bien bizarre, ça, ce morceau de bois. Puis là, je la pousse, je fais, c'est de la roche. Et là, je la prends dans mes mains, puis je suis impressionné de la masse volumique de cet objet-là. Qui est probablement un arbre pétrifié, comme je te disais tantôt. C'est ce qu'on m'a expliqué. C'est très lourd et c'est comme un arbre. Mais à ce moment-là, ça a piqué ma curiosité. Je veux dire, c'est l'endroit où c'est les plus hautes marées au monde. Je me retrouve avec une roche magnétique entre les mains. Au moment où je fais ma recherche sur le fameux crop circle, ça me ramène à une histoire dans la Bible qui fait référence au Devil's Half Anchor. Et au moment où je finis par trouver cette information-là, je suis assis dans la Hollywell Microbrewery en train de prendre une bière avec le barman. Il y a un T-shirt du Devil Half Anchor en face de moi. Je te jure! Et là, j'ai décidé le lendemain d'aller marcher la fameuse trail de hiking qui faisait référence à cette histoire-là. J'ai compris pourquoi il avait appelé ça comme ça. C'est que les strates de pierre qui ont été formées avec le temps, ça fait comme des grandes crevasses dans le sol. Et la légende raconte que lorsque le premier arrivant s'est installé là-bas, il est tombé sur le diable dans la forêt. Puis le diable, il a dit, essayez d'y faire peur. Le gars a dit, tu me fais pas peur. Le diable, il a dit, écoute, si je te fais pas... Genre, le gars, il a pris un pari avec le diable. Si tu réussis pas à me faire peur, j'ai le droit de m'installer ici. Bon, et il y a toute une petite légende autour de ça que la ville utilise pour créer un truc touristique. Là, puis bon. Tout ça pour dire que à ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans une grande expérience spirituelle. J'y croyais difficilement, moi tout seul. Juste la pierre pétrifiée, l'arbre pétrifié que tu disais. Moi, je comprenais pas ça, puis je voulais valider avec quelqu'un d'autre. Donc, je suis retourné avec un de mes amis. Puis, il m'a confirmé son impression sur l'arbre. Et je suis content parce qu'à travers tout ça, il y a différentes trucs qui montaient à l'intérieur de moi, différentes réflexions, puis j'étais comme, voyons, comment j'ai accès à autant d'informations en si peu de temps, tu sais? Puis ça, c'est dangereux de devenir fou, quasiment, parce que tout rentre en même temps. C'est ça. Ouais. Puis le temps d'assimiler, tu fais comme, hey, attends un peu, là, m'a capoté, je capote, là, ouais. Et savez-vous quoi? Le site où est-ce qu'on travaillait était à peu près à, je sais pas, moi, peut-être 25 km plus loin. Cool. Et je m'en vais dîner peut-être une semaine et demie, là, parce qu'on a été là en tout et partout 3 semaines. C'est un village, une petite ville charmante. By the way, si vous avez l'occasion de mettre les pieds là, c'est vraiment incroyable. Non seulement pour voir les marées, mais aussi il y a tout un phénomène dans le sens où tu es sur le bord de la mer, t'es à 18 degrés et tu montes la côte qui est à peu près 350 mètres d'altitude et tu te retrouves à 30 degrés en claquant des doigts dans un milieu humide. C'est vraiment spécial. Et ce que j'allais vous raconter, c'est que un midi, 2 semaines et demie après avoir vécu ça, je m'en vais dîner puis il y a 2 personnes qui sont installées à mon endroit habituel. Sont apparues là en canot. Puis là, je me mets à jaser puis je me mets à raconter l'histoire. Et là, le monsieur et la dame me regardent et disent « Ah, c'est vous qui êtes venus chez nous. » Ah? Oups. Ben, gadon. Ah, ouais. Alors, t'as vu? Personne m'a vu. Ben, voyons donc. Personne m'a vu. Hey, ça, c'est tabarouette. Mais que de synchronicité répétitive. C'est fou, là. Et j'en ai profité. Ça fait peur. Ça fait... Ah oui? Et j'en ai profité parce que quand je suis retourné la 2e fois avec mon ami, là, mon ami était tellement surpris et impressionné par la fameuse roche en question qu'il a voulu la casser un peu pour voir s'il n'y avait pas de quoi à l'intérieur. Puis moi, personnellement, j'étais fâché qu'il ait fait ça. Parce qu'il a fait ça pendant que j'avais le dos tourné. J'étais là, hey, c'est une propriété privée, man, t'sais.
Elle l'a peut-être ramassé comme ça, puis il y a une raison peut-être pourquoi qu'elle est là comme ça. Exact. Puis là, il l'avait cassé. Il n'y avait rien dedans, hein? Ben non, il n'y avait rien. Ben non, c'est un arbre. C'est un arbre. À moins qu'il y ait un écureuil qui date de 12 000 ans que je l'ai là. Mais que ces gens-là réapparaissent, les propriétaires de la maison, que ces gens-là réapparaissent 2 semaines et demie en train de faire une petite ride de canot soudainement. Là. Et j'en ai profité pour m'excuser. J'ai dit, écoutez, la roche, je sais pas. Puis ils n'ont pas étendu sur le sujet. Ils n'ont pas discuté davantage. Ils ont resté souriants, mais tu sais, ils sont repartis de suite. Avant de t'en maudire une. C'est spécial, hein? C'est très spécial. Non, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Jean-Charles, oui. Comment tu trouves cette histoire-là, son récit qu'il vient de nous raconter? C'est quoi, t'en viendrais à la conclusion, toi? Tu dirais quoi de ça? Ah, moi, j'ai l'esprit très imaginatif. Hein. Pardon. Bienvenue dans le club. J'aurais pensé que c'était des gens qui venaient d'une autre dimension et qu'ils étaient... Il y a des fois des glissements comme ça de dimension où tu as des gens qui apparaissent de nulle part puis qui te disent « vous étiez là hier ». Puis en fait, moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent que les 2 filles qu'il avait vues en train d'écouter de la musique, que le lendemain, il vient puis qu'il dit aux gens « hey, j'aurais voulu reparler aux 2 filles ». Puis ils disent « les 2 filles, mais quelles 2 filles c'est ça. Il n'y en a pas, ouais. J'ai pensé à la même chose. On a perdu 2 filles, mais il y a 20 ans dans un accident d'auto, tu sais. Ce genre d'histoire, j'ai déjà entendu ça des fois. Alors, je m'attendais à ça comme chute. Mais là, maintenant, la chute, c'est que les gens, et puis il est persuadé qu'on l'a pas vu, hein, lui disent « ah, c'était vous qui étiez chez nous ». Fait que c'est très étrange. Surtout que c'est une vieille cabane, comme tu disais. Ouais, puis je veux dire, moi, je suis resté dans la portion boisée. Je me suis pas rendu sur le terrain de ces gens-là, puis je pense pas qu'ils aient placé des caméras de surveillance dans les arbres. Ça. Non. Fait que là, on va dire que il y a quelque chose qui est au-dessus de la normale, donc c'est paranormal. Tu comprends? Qu'on le veuille ou non, là, on va appeler un chat. L'histoire en elle-même est captivante, mais si tu l'analyses bien, c'est louche. Ah oui, oui, c'est louche. Super louche. Et non seulement cet endroit-là, c'est les plus hautes marées au monde. Et là, quand on comprend le phénomène, je veux dire, c'est physique. C'est naturel. Mais il y a aussi un espèce d'endroit là, pas très loin de Alma, où il y a une espèce de tourbillon dans l'eau parce que les courants se rencontrent. Puis clairement, là, cette portion-là du Nouveau-Brunswick, puis la baie de Fundy, là, il y a clairement quelque chose qui se passe là. Énergétique. Ouais. Et ça m'a permis de découvrir que le 2e plus grand vortex énergétique au monde était à Québec. Ah, mais là, tu vois, là, tu as une partie de ta solution parce que des gens sortis de nulle part et qui te disent que tu étais chez eux, qui n'ont aucun moyen de savoir que tu étais là, puis que toi, tu les as pas vus, là, il y a un vortex énergétique. Ça fait quand même, on commence à rentrer dans des choses un peu weird, là. Et c'est le vortex en question dont je parle est sur l'île d'Orléans, à l'église, là. C'est le 2e vortex le plus puissant en énergie. Laquelle des églises? Écoute, ça me revient pas, mais on fait une recherche là, puis je te sors le nom. Là. Et ma copine est allée, parce que quand j'y racontais tout ça, elle c'est une fille bien allumée aussi sur ces affaires-là. Puis elle est allée faire un passage, puis elle dit clairement, tu rentres dans l'endroit, ça se ressent. Même une de ses amies est allée par la suite avec son copain, elle, puis elle dit, le gars, quand tu as franchi sur la porte, c'est une fontaine. Il pleurait. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai pas encore pris le temps d'aller y mettre les pieds. Alors, je vais aller broyer avec toi là-bas, moi, ça te tente. Ça le temps, surtout que c'est l'automne, c'est beau. L'église de Saint-Jean de l'île d'Orléans? Oui, voilà. Bon, c'est ça. À Saint-Jean, as-tu entendu parler, Jean-Charles, de ça, toi? Non, parce que moi, je suis rapide sur mon ordinateur. Voilà. Il triche. Mais c'est fou, hein? C'est genre, je suis super intelligent, mais pas partout. Mais il y a combien de gens à Québec qui sont au fait de ça?
Ben moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, s'il y a quelqu'un de qui je m'attendais qui moi, j'aurais cru peut-être plus à Sainte-Anne-de-Beaupré, parce que là aussi, il est arrivé des trucs là. Ouais. Moi, je suis rentrée, mais comme tu disais tantôt que tu braillais, ben moi, là, je pensais... C'est pas moi. Peut-être que ça va être ça qui va se passer, je parle encore. Non, mais moi, il y a un endroit particulier à Sainte-Anne où, quand je suis rentrée là, je me suis sentie léviter, tout simplement. Ah ouais? C'est capoté, là. Je me suis sentie, on dirait que je levais du sol. Puis je me suis sentie interpellée en dedans. Ça m'a tellement, là, j'ai l'impression qu'on venait de me brancher sur je sais pas quelle sorte de source d'énergie. Mais c'était hyper puissant, là. Mais j'ai pas vécu ça partout. Mais dans chaque église, un peu. Mais il y a un peu ce genre de phénomène-là. Mais pour cela de Saint-Jean, je ne le savais pas. Non. Puis on est allé faire des enquêtes côté... phénomène fantôme sur l'île d'Orléans, mais on n'a pas été... On sera peut-être dû pour un zone parallèle, mène l'enquête là-bas. On va aller broyer en famille. Là-bas. Ça serait pas pire, ça. Ouais, si on est capable de s'y rendre, ça serait pas pire. Ouais. C'est un rendez-vous. Tranche de vie, messieurs, dames. Ceux qui veulent aller voir ça, puis qui vous en feraient... Mon Dieu, c'est vrai. Ceux qui ont des textos à nous envoyer, vous pouvez même nous le dire par texto, ceux qui ont déjà rentré dans cette église-là, ou vu justement au Nouveau-Brunswick les phénomènes de les marées hyper hautes, et c'est carrément un point. Ça, c'est physique. Hein? On sait que les marées sont causées par le mouvement de la planète autour du Soleil, la Lune influence tout ça, et il y a l'espèce de... C'est comme dans le cas de la baie de Fundy, ce qui arrive, c'est que un peu comme dans un bain, si on remplit le bain à ras-bord et que on rentre dans le bain, mais si on le balance, évidemment que comme il y a une masse qui prend... Parce que dans le fond, c'est comme un plateau souterrain, dans le fond de la baie, qui fait que la quantité d'eau est trop grande pour l'espace volumique. Donc, ça crée ce mouvement-là des marées qui est super, super impressionnant. Mais l'eau, c'est énergie, hein? Oui. Fait que le coin, quand la marée monte, il doit y avoir beaucoup de mouvements. Ça, c'est fou. Fait que les énergies, là, regarde, apparemment que quand tu pars de la marée basse et que t'es à cheval, le cheval revient au bord puis il est dans l'eau déjà, tellement ça monte vite. Mais sauf que moi, puis à course, là. Mais moi, je suis pas sûre que... En tout cas, c'est étrangement un endroit où je me sentais vraiment très calme. Ben, tabarouette. Ça, c'est un autre voyage à faire l'année prochaine pour moi. Puis j'attendrai pas cet automne. On doit geler que le Moses là-bas l'hiver. Mais c'est clair, je vais y aller. Hey, Carole, je dois vous laisser parce que j'ai un tournage cet après-midi. Mais merci pour ce moment-là, puis je voulais vous souhaiter bonne saison. Ben merci. Parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire. Non, mais c'est très gentil. Toi aussi. Puis c'est gentil d'être passé en studio. Ben oui. C'était une belle visite improvisée. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Bonne saison toi aussi. Merci. Pour Rap Québec. Yes. Bye. Bon, ben Caroline, on s'attendait pas à ça pantoute. Je suis bien contente. Mais en fait, en gros, Jean-Charles, on revenait à l'histoire de tout ça avec tout ce que François nous explique. Moi, je suis pas surprise de toute façon. Je sais que c'est des phénomènes qui existent, mais quand je vois quelqu'un le vivre puis qui s'ouvre à ça tout soudainement, à tous ces phénomènes-là, moi, je trouve ça beau. C'est aussi beau que si je donnerais un cadeau à un enfant de 5 ans là, qui développe son cadeau. Je trouve ça tellement beau. Oui. Mais des phénomènes dans ce genre-là, tu as sûrement déjà vécu ça aussi. Des phénomènes comme ça, oui. Mais dans différentes régions du monde, il y a toujours des choses comme ça, comme par exemple, tu sais, dans les triangles des Bermudes, il y a des vortex, il y a des gens qui voient des choses assez stupéfiantes, comme j'en parle dans mon film, où il y a des êtres qui sortent de nulle part, ou des gens qui parlent à des gens, puis le lendemain, on se rend compte que ces gens-là, mais il y a personne sur l'île de ce côté-là, d'où ils sortent. Alors quand il a dit, François, tantôt, que les gens lui avaient vu, et puis qu'il avait vu personne, c'est vrai que ça rejoint tout ce qu'on appelle, entre guillemets, les légendes urbaines, mais il faut pas oublier non plus que légende, ça veut pas dire forcément... ça veut pas dire du tout que ça n'existe pas, puisque légende vient du nom latin legenda, et qui veut dire en latin ce qui doit être dit et révélé. Donc quand on dit c'est une légende, non, c'est une histoire qu'on te raconte.
mais c'est pas faux. Ouais. Parce que dans le fond, les légendes, c'est un bout d'histoire qui est vrai que peut-être qui a été modifié au cours des années, là, mais il y a un fond là-dedans qui est quand même vrai. Oui. Hein. Oui. Ça part de quelque part. C'est pas juste l'imaginaire. Là. Non, c'est ça. Sinon, on dirait que je vais te raconter une histoire imaginaire. On dit une légende. C'est comme l'Apocalypse, hein. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est l'Apocalypse, c'est révélation, ça veut dire. Mm-hmm. Et les gens ont tendance à apprendre des fois des mots. Ah, c'est l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Non. C'est pas ça du tout. Fait que, on va rentrer dans l'Apocalypse, là. Ça va être la révélation, les divulgations, Mars et compagnie. Ça, mais pour nous, apocalyptique, c'est quelque chose de cataclysmique. C'est ça, les gens, ils confondent les deux. Ouais. Mais ça a l'air de rien comme ça, mais juste en posant la question de même dans l'article comme tel, ils permettent aux gens justement de se créer une petite ouverture subtilement comme oui, ben là, si la NASA le dit, ça se pourrait. Est-ce qu'on est prêt? Dans le fond, c'est parce que la question comprend la réponse automatiquement. Est-ce que les gens sont prêts? Donc, il y a quelque chose à dévoiler là. C'est sûr et certain. Mais ils mettent la table, en tout cas. Oui, ben c'est ça. Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui vont être prêt à accepter ça, surtout ceux qui ont traité les autres de fous, ceux qui parlaient des ovnis, comment ont été... Il y en a qui ont été tués pour ça, même. Et ils ont été mis dans des asiles, des psychiatries, etc. Ces gens-là, finalement, ils étaient peut-être pas fous, comme ils disaient. Là. Exact. C'est un gros dévoilement à ce niveau-là aussi qui va se faire. Et tous les témoins, ceux qui ont vécu des choses, qui ont peur de parler ou qui avaient peur que maintenant ils émettent de plus en plus leur vécu, ben c'est eux autres qui vont être contents parce que eux autres, ils vont être heureux de voir que oui, effectivement, regarde, on n'était pas fous, là. Les ufologues, etc., c'est toute cette gang-là là, qui va récolter le fruit de tout ce qu'ils ont travaillé depuis X années. Que là, la vérité sort, mais là, quand on parle de la NASA, qu'on parle de gouvernemental, ben là, tout d'un coup, c'est la vérité. Ils nous ont menti toutes ces années-là, mais là, ils pourraient dire la vérité. Sûrement. Exact. Ben, c'est ça, je me demande. Jusqu'à où ils vont aller, je me le demande. C'est ça. Comment ils vont sortir ça? De quelle manière? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser là-dedans pour mettre ça à leur fin? C'est comme la religion, c'est assez. La Bible, etc. Tout ce qui est le staff des églises. Pour moi, Dieu, c'est pas ça. C'est pas rentrer dans une église puis avoir une statue ou quoi que ce soit, une personne quelconque à adorer. C'est au-delà de ça. Fait que ça aussi, puis là, ça commence à se sortir de plus en plus parce que les gens s'intériorisent un peu plus. Ils se rendent compte d'autres choses. Puis justement, dans ce que Jean Cazot explique dans son dernier livre, c'est tellement clair et c'est tellement précis que ça va bousculer beaucoup de gens au niveau... Ça va réveiller bien du monde. Oui, c'est ça. Va réveiller, bousculer surtout. Oui, surtout. Oui, on va devoir aller à la pause et parler avec enfin Jean-Charles de notre enquêteur, directeur de MUFON Québec. D'ailleurs, je salue Jenny Chariot qui nous écoute aussi en ce moment. Et je vais en profiter pour saluer tous les gens de MUFON Québec. Et on va parler un peu de Michael Salla aussi au retour de la pause et de ton film. Surtout de ton film Rive-Sud d'origine, que je veux avoir un peu une idée des retombées de ce que ça a donné, les commentaires ou peu importe. C'est ça. On va en parler tout de suite après la pause. Fait qu'on vous revient, gardez ça. On vous revient, ce sera pas long. On est de retour en studio avec Manon Derry à la co-animation et Jean-Charles Moyen de MUFON Québec. Pour répondre un petit peu avant, il y a une question de Chantal qui demande la question. Il parle du deuxième point sur l'île d'Orléans, mais c'est quoi le premier? Ben, on parlait de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu à la baie Fondé. Ah, c'est ça, la baie Fondé au Nouveau-Brunswick, où c'est très, très, très gros. Et comme taux de niveau d'énergie. Et on a aussi Cyril qui dit que les dissimulations gouvernementales engendrent que les gens
chez les gens les moins informés des idées de conspiration parfois rocambolesques. C'est un peu en gros. Et un autre commentaire que j'ai reçu par texto de Denise qui dit que Greta est pas dans le bon pays. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'ici, on a les bacs bleus, bacs verts, bacs bruns. On a tout. On fait tout pour que, justement, on soit mieux... on n'est pas autant pollueur que la Chine ou l'Inde. Elle devrait aller plutôt dans ces pays-là pour leur réveiller la conscience à eux autres et non nous ici, en gros. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est les textos qu'on a reçus. En gros, c'est pas mal ça. Et toi, Jean-Charles? Oui. Ton film? Oui. Rive-Sud, je veux dire, les retombées de ça. Tu as gagné des prix à quelque part. T'as récolté des honneurs. Oui, parce que je n'ai pas gagné de prix, mais j'ai eu la chance d'être sélectionné au Alien Award à Phoenix, en Arizona, devant des centaines de films. J'ai été sélectionné dans les 3 films qui étaient en compétition, dont le film de Bob Lazar. C'est quand même pas rien. Mais non, c'est pas rien. Bob Lazar, il est hyper connu aux États-Unis, à travers le monde, en fait. Ouais, et puis l'autre film, c'était Alien Extraordinary Seeding, qui parlait des abductions et des inséminations extraterrestres avec les fœtus et tout ça, qui lui a gagné le festival. Mais je considère quand même d'avoir été jusque-là déjà et être sélectionné pour un festival qui est quand même assez mythique. Ça fait des années que ça existe. Et dans les compétitions avec lesquelles j'étais très content. Donc pour moi, j'ai gagné déjà. Ben oui, t'as gagné. Alors, j'étais très très content d'avoir été sélectionné dans ce festival. Puis il y en a d'autres encore qui s'en viennent, comme celui de Roswell au mois de février 2020, dans lequel je suis inscrit. Donc on verra bien, mais je ne cours pas après les prix. Mes prix, je les ai déjà eus avec le public qui est venu me remercier en voyant le film au cinéma, et les gens qui l'ont acheté de par le monde, parce que on parle d'une trentaine de pays dans le monde qui l'ont vu, parce que j'ai mes états de compte sur Vimeo, et ça va jusqu'en Antarctique. Tiens-toi bien. Hey, wow! On m'a acheté mon film en Antarctique. Je trouvais ça vraiment très bizarre. Et puis, bon, peut-être pas bizarre, hein, peut-être compréhensif aussi. Je dirais plutôt, oui. Ouais. Et puis, Nouveau-Mexique, États-Unis, Tahiti, Suisse, Allemagne, Autriche, c'est quelque chose. Hey, wow! Tout ça, Amérique du Sud, enfin je te le dis, Japon, Russie, j'ai eu de tout. J'ai été très très content. Ben en fait, ton film n'est pas seulement qu'en français, il a été traduit en anglais. Alors il a été traduit. Alors c'est important parce que les gens pensent que c'était sous-titré. Non, je l'ai fait doubler par des professionnels américains qui sont des amis à moi qui ont fait le doublage. Donc toute la bande a été refaite au complet, doublée en anglais, ma voix, celle de Mélanie, celle de mon ami JF et tout ça. Donc on a tout refait. Donc là c'est vraiment une version anglaise, pas de sous-titrage, et la version anglaise est sous-titrée aussi en espagnol pour que les gens puissent le voir un peu partout. Donc là on a voulu vraiment que le film s'exporte par le monde et pas seulement dans la langue française. Alors ça c'était un tour de force, parce que c'est encore tout seul que j'ai fait ça, hein, comme mon film dès le départ. Donc c'était très fatigant, très épuisant. Mais le résultat en valait vraiment le coup, parce que je vois dans les yeux des gens quand on était au cinéma ou partout, quand je les rencontre ou que je suis allé voir les journalistes et puis des télés locales, les gens sont intéressés par le phénomène, et la manière dont on l'amène dans Rive-Sud, c'est qu'on laisse une porte ouverte à toutes les possibilités. Il y en a à prendre et à laisser. Et pour les gens les plus érudits qui connaissent le sujet, ils vont être contents. Pour les gens qui connaissent pas le sujet, ils vont être instruits de il y a une possibilité. Et à chaque fois, et pour les gens qui n'y croient pas, eh bien il y a des références pour qu'ils aillent chercher par eux-mêmes et après se faire leur propre opinion. Donc je suis pas en train de tordre un bras à quelqu'un en disant j'ai la science absolue et je dis la vérité. Je dis une vérité parmi tant d'autres. Après, à vous d'aller faire vos propres recherches et de vous instruire sur le sujet. Donc je donne des clés dans mon film qui sont que je parle beaucoup de Michael Salla, parce que ce que je dis dans mon film, j'ai pris des choses dans ses livres
Et justement, à ce titre, j'ai eu la chance d'envoyer mon film à Michael Salla, qui m'a répondu, et qui a vu mon film, et qui a été très, très, très content du résultat, et puis très honoré, parce que je le dédicace pour lui, au début du film. Je l'ai dédicacé à Michael Salla, à Corey Goode, à Randy Kramer, le gars qui est allé, soi-disant, sur Mars pendant 17 ans, qui aurait servi dans les Space Force. Tu sais, les Space Force qui viennent de sortir seulement maintenant, là? Ben oui, ben oui, non? Et puis aussi à Jimmy Gueux, c'était très important pour moi de souligner cette personne qui a fait beaucoup pour l'ufologie et qui s'est fait moquer de lui par pas mal de personnes et qui maintenant doivent se rendre compte de l'erreur qu'ils ont faite, puisque tout ce que dit Corey Goode, c'est vraiment ce que disait Jimmy il y a 25 ans. Et puis c'est ça, donc Michael Salla, je lui ai proposé un rôle en fait dans mon prochain film. Je pensais pas qu'il accepterait, et il a accepté. Ben oui. Il a accepté de jouer dedans un caméo, donc c'est-à-dire une apparition, et une apparition bien précise qui a toute son importance dans le deuxième. Je ne peux pas donner de cue de faire de révélation. Alors les gens disent mais il est venu à Montréal au mois d'août. Justement. Et je l'ai rencontré pendant sa conférence et j'en ai profité pour shooter les premières scènes de Rive-Sud 2 avec lui. Ça, là, ça va être vraiment capoté. Tu viens de pêcher le plus gros poisson qu'on peut pas avoir en mer quelque part. Tu sais, c'est vraiment quelque chose, là, ce que tu fais là. Et le scoop du siècle, c'est que non seulement j'ai filmé avec lui à Montréal ma scène que j'avais écrite, mais qu'en plus, il nous a proposé de venir, moi et Mélanie, ma conjointe et actrice principale du film, le retrouver pour la suite du tournage à Hawaï au mois de février. Wow! Donc là, on s'en va à Hawaï au mois de février. Alors là-bas, écoute, j'ai étudié le terrain et c'est quand même très étrange parce que je voulais aller le rencontrer dans son lieu dans lequel il habite, bien sûr, mais je ne savais pas ce qu'il y avait autour d'Hawaï. Bien avant, donc moi je voulais juste parce que c'était quand même un background paradisiaque, les volcans, c'était beau, puis je voulais autre chose que d'être dans une chambre d'hôtel ou dans un restaurant à parler, je voulais qu'il y ait quelque chose de beau, c'est comme quand j'étais au Nouveau-Mexique ou aux Bahamas, le fond est beau, donc là tu peux interroger la personne, puis c'est beau. Mais au-delà de ça, et accroche ta tuque, figure-toi que selon les légendes urbaines d'Hawaï, il y aurait des extraterrestres qui vivraient en fait dans les volcans, qui seraient des descendants des Pléiadiens, des Pléiades. Ah tiens donc. Et là, quand j'ai commencé à lui dire ça, il m'a dit « Ah ben oui, je suis allé regarder sur Internet plein de choses. » Alors là, ça prend une dimension totalement différente, mon tournage, parce que je vais pas seulement le filmer dans un endroit paradisiaque. Dans cet endroit, il y a encore quelque chose comme dans les Bermudes. Fait que là, mais c'est ça, j'allais dire. C'est du bonbon pour moi, parce que là, il va me parler de ses livres, il va me parler de lui, mais en même temps, il va me parler de ce qui se passe sur l'île. Et il y a des gens qui ont vu des ovnis rentrer dans des volcans qui fumaient, quoi. Ben oui, c'est vu souvent, ça, hein, en plus. Alors, voilà. Alors, je connais pas une technologie humaine qui permette de rentrer dans un volcan. Je vois pas trop ce qu'on irait y foutre, d'ailleurs. Mais de rentrer avec un ovni dans le volcan, où il y a la lave qui sort dans l'eau, et puis le choc thermique est magnifique, de voir la lave en fusion qui rentre dans l'eau. J'ai hâte de filmer ça. Et puis de voir l'ovni qui ressort après. Alors les gens disent, mais comment ça se fait qu'on a filmé ça? Eh bien parce que on met des caméras de surveillance thermique de nuit pour pas que si jamais le volcan se réveille, on ait le temps d'évacuer l'île. Donc c'est normal, il y a des sismographes, il y a des sismographes, tout ça. Donc là, forcément, quand tu checkes l'activité du volcan cette nuit, parce qu'il y a eu sur l'épicentre, admettons, un petit tremblement de terre, là les gars, ils se tapent toutes les bandes vidéo, ils sont là pour ça. Et là, ils voient un truc rentrer et sortir, tu comprends? Ben oui. C'est vu souvent, ça, on en voit souvent. Le monde pense que c'est des trucages. Non! Mais non. C'est pas vrai. Il y en a qui c'est des caméras qui sont postées là 24 heures sur 24. Comme des caméras de chasse que tu mets, tu sais, mais sauf que là, c'est des caméras pour surveiller. Alors, c'est ça. Donc là, c'est vraiment génial.
Et puis, le tournage a déjà commencé. Puis là, on va commencer, Mélanie, à tourner des scènes d'ici 15 jours ici, avant que l'hiver arrive. Et puis on aimerait aller en Antarctique, mais bon, il n'y a pas de destination touristique en Antarctique, c'est ça le problème. Ouais. Mais j'ai une question que, en fait, Jenny m'a texté une genre de question que je me joins à elle pour poser cette question-là. Parce que je vais te la changer aussi. Je vais modifier sa question en t'ajoutant un nom. Jenny demande comment a été reçu le film par les autres ufologues de par le monde, à travers le monde. Et en même temps, je veux que tu me dises qu'est-ce que Michael Salla a dit de ton film. Alors, Michael Salla a dit que le film était extraordinaire de par la précision des informations que j'avais inclus dedans, et mes informations personnelles et les informations qu'il avait mis dedans. Donc il était content de les voir animées et puis de les voir, parce qu'il dit que le message il passe bien dans un livre, mais il y a des gens qui sont aussi visuels. Ils lisent, mais ils veulent voir des images. Donc lui, il a été captivé par la qualité de la narration, la qualité des effets visuels, et il a tout de suite embarqué dedans. Ce sont ses mots, et d'ailleurs il a partagé mon film sur tous les réseaux sociaux qu'il pouvait. J'ai vu son Instagram, son site exopolitique.org sur lequel et il met toutes ses affaires. Donc je lui avais pas demandé, hein, c'est lui qui l'a fait avec un grand plaisir et puis un grand honneur pour moi. Non, mais j'ai vu ça. Pour qu'il le partage, justement, il faut qu'il l'ait aimé à quelque part, là. Oui, il a beaucoup aimé. Et puis, alors, les retombées au niveau des autres ufologues. Alors, j'ai écrit à plein de gens dans le monde entier, en leur envoyant mon film en cadeau à des grandes chaînes comme Coast to Coast, qui est une chaîne où il y a plusieurs centaines de milliers de personnes. Ils ont vu mon film, ils l'ont aimé énormément, et ils ont partagé le lien de mon film aussi sur leur site internet. Et puis sur un site qui s'appelle Edge of Wonder, qui est un site sur lequel j'étais en relation avec les propriétaires et qui ont, je pense, 1 ou 2 500 000 personnes qui les suivent comme followers. Et eux l'ont vu, ils l'ont trouvé sensationnel aussi. Alors j'étais content que je me suis adressé à des sites, tu sais, des sites importants du domaine où il y a plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc pendant qu'on se parle, il y a des millions de personnes qui sont au courant du film, qui ont vu la bande-annonce, mais il n'y a pas des millions de personnes qui l'ont vu. Il y a des gens qui ont vu la bande-annonce parce que je sais que je suis arrivé à quasiment, je pense à 950 ou presque 1 million de personnes qui ont vu ma bande-annonce, parce que j'ai les ratios exacts sur mon internet. Ça fait beaucoup de vues, ça. Pardon? Ça fait beaucoup de vues, ça, juste pour la bande-annonce, ça? Ouais, mais par contre, j'ai pas vraiment allumé la machine comme j'aurais pu, parce que financièrement, j'avais pas les reins assez solides pour pouvoir. J'avais tout mis dans mon film, donc j'avais pas pour me prendre un attaché de presse, par exemple, qui aurait pu me pousser plus pour Montréal, parce que Montréal, je m'en suis occupé tout seul avec Mélanie pour louer la salle de cinéma à la Cinémathèque. Mais normalement, j'aurais pu passer à une émission de télé, etc. Donc là, je l'ai pas fait. Donc en fait, c'est comme si j'avais prêt à prouver auprès du public. Là, il faudrait que maintenant je le sorte à une plus grosse échelle, mais c'est en pourparlers en ce moment. Je suis en train de regarder un peu, de checker ça, mais j'ai pas été balancé en Ontario. Au niveau des États-Unis, je l'ai envoyé à plusieurs festivals. Mais je suis pas passé dans une salle au cinéma aux États-Unis, je suis pas passé dans une salle en Ontario uniquement en anglais, j'ai pas encore exploité le film en langue anglaise. Donc pour l'instant, je te dirais que je suis à 20% seulement, même pas de ce que j'aurais dû faire, parce que c'est très très, et puis je suis en train de m'atteler au 2e, tu comprends, et peut-être au 3e d'ailleurs. Mais en France, les critiques en France. Alors, c'est très délicat, parce que si je dis quelque chose, on va me dire oui, il crache sur les Français, il est français lui-même. Mais non, j'aime beaucoup la France. D'ailleurs, je suis originaire de France. Mais t'ouvres une porte là, c'est une planche, une planche savonnée. Curieusement, la France n'a pas accueilli mon film comme elle aurait dû l'accueillir. À part. C'est bizarre. À part une exception, les repas ufologiques.
Stéphane Royer, que je salue et qui est extraordinaire et qui m'a fait une petite place à la conférence que j'ai faite là, il y a 2 semaines, où ça s'est très bien passé. C'était vraiment génial, en Skype, en direct. Les gens étaient très ravis, très contents. Donc je pense pas que ce soit tous les Français, mais il y a une catégorie de personnes dans le milieu ufologique de la France qui n'ont pas voulu pousser mon film plus que ça et qui n'ont pas cautionné quoi que ce soit parce que pour eux c'était folklorique et que c'était pas sérieux, alors que ça l'est tout à fait. C'est dommage. Donc c'est triste d'être jugé par ces, comment je pourrais dire, j'allais dire des confrères. Ouais, c'est ça. Moi, je suis français. Ça fait 16 ans que je suis ici. J'ai fait mon trou. J'étais allé à Hollywood. J'ai fait mes effets spéciaux. N'importe qui dirait, waouh, super. C'est Céline Dion quand elle s'en va quelque part. Là, oui, on est fiers de dire. C'est ça. La pensée que j'ai eue. On est fiers de dire que c'est une Québécoise, puis tout, mais ça veut dire que les Français sont pas fiers de... C'est quoi? Je comprends pas. Céline, tu dis pas vive l'Amérique, tu dis vive le Québec. Ouais, et c'est notre Québécoise à nous, on l'aime et tout, puis c'est Céline. Bon, bah là, tu sais, je demande pas à avoir une statue, là, mais juste dire, tu sais, le Français, tant mieux, et je suis content pour lui, on est fiers que non, pas du tout. Attends, mais que tu gagnes des hyper gros prix, c'est là qu'ils vont dire, là, regarde, il a fait ses preuves, là, puis... J'ai pas besoin d'avoir de reconnaissance. Ma reconnaissance, je l'ai déjà eue, dans le sens que les gens qui sont venus me voir, qui m'ont pris dans leurs bras au Québec et tout, c'est déjà, pour moi, c'est fait déjà. Je suis simplement déçu du fait que le pays dans lequel je suis né, ça soit pas l'inverse qui soit passé, puis après, le Québec t'accueille comme étant, t'es français, tu viens au Québec, c'est super, t'as rien fait, mais j'ai eu un meilleur accueil ici que j'ai eu de l'autre côté, puis de l'autre côté, j'ai eu des insultes, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages que je peux même pas dire en ligne parce que ça a dégénéré, toi tu le sais, on s'en est parlé hors ligne, mais des trucs où tu te dis mais ils sont fous, qu'est-ce qui se passe, ok, t'aimes pas ça, libre à toi, mais d'essayer de détruire la personne en disant tout ce qu'il dit dans son film c'est faux, le gars me connaît pas, je sais pas c'est qui, j'ai des preuves. Ah bon, toi t'as des preuves de quoi? Tu sais, je connais cette personne. Ah ouais, mais je te connais pas. Tu sais, il faut faire attention à ce genre d'individu. Bon là, c'est comme t'es en train de me comparer à quelqu'un qui fait partie d'une secte ou je sais pas quoi, mais je dirais pas de nom là, mais il y a des gens qui sont dangereux dans leurs propos, alors que moi, je ne fais qu'informer les gens. Et comme j'ai dit tantôt, il y a des gens du milieu ufologique aux États-Unis qui sont très très haut placés, qui ont vu mon film et qui m'ont dit que c'était génial, c'était super. Donc là, j'avais déjà eu ma bénédiction entre guillemets, tu vois. Donc et là, d'entendre des gens qui sont pas spécialistes de quoi que ce soit, qui disent qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi? Tu te dis, ça peut pas être diamétralement opposé. C'est comment je pourrais te dire, soit c'est bon, soit c'est pas bon, mais ça peut pas être pas bon d'un côté et exceptionnel de l'autre côté. Et puis, t'es reçu à une radio, à la télé, dans les journaux, les gens viennent le voir au cinéma, et puis les salles étaient pleines, il y avait 150 personnes debout en train d'applaudir, et tu te dis ouah, ça fait du bien. Et puis là, le seul pays où tu te dis ben là, la France, je l'envoie, puis là tu te fais ramasser méchamment. Hey, mais ce que tu me rappelles, c'est que la semaine dernière, on a reçu une médium ici qui est Linda Boivin. Et on avait un invité surprise qui était comme pas prévu, mais on a invité à la dernière minute, qui s'est joint à nous. Il est d'origine française David. aussi. Oui, David. Et salut David en passant, si tu écoutes l'émission. Mais en parlant avec lui, il me dit la même chose que toi. Il dit, en France, les gens sont pas ouverts d'esprit. Sont tout le temps... regarde, il veut même pas retourner là-bas. Il a fait le Québec son pays d'accueil. Puis j'ai l'impression qu'entre Français, vous, au Québec, ceux qui habitent au Québec, vous vous tenez un peu parce que vous comprenez. Parce que si je me fie à Janie aussi, qui est aussi française, vient de la France aussi, mais ça vient pour elle, il y a une frustration à quelque part qui se fait parce que vous vous sentez même pas appuyé par vos propres pairs.
Ben c'est ça, et puis moi c'est ça que je ne comprends pas. Puis tu sais, c'est pas une question de dire parce que je sais très bien, parce qu'à un moment donné je suis français, donc je sais très bien les réactions des uns et des autres en disant ouais, l'autre écoute-le parler de son film, il se prend pour qui, il est prétentieux, n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. J'ai jamais dit que mon film était extraordinaire. Je l'ai fait avec tout ce que j'avais, mon cœur, mes tripes et mon argent personnel. Ça, je peux le confirmer. Bon, j'ai tout risqué moi, ce que les gens n'auraient pas fait. Alors après, c'est facile après de dire ceci, cela, mais il y a une chose que tu peux ne pas, que tu dois reconnaître, c'est l'acharnement pendant toutes ces années que j'ai fait pour faire mon film. Qu'il soit bon ou pas bon, j'ai fait quelque chose. Mais celui qui te critique, toi qui critiques, qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie qui fait que on pourrait dire, ok, c'est bon, c'est pas bon, mais il faut reconnaître une chose. Et tu sais, je peux revenir à Céline. Il y a des gens, j'ai entendu des gens dire, j'aime pas Céline Dion, j'aime pas comment elle chante. Non. Que t'aimes pas ce qu'elle chante, t'as le droit. Mais que tu dises qu'elle chante mal, on t'interdit de dire ça parce que c'est une des plus belles voix du monde. Elle a toutes les octaves qu'il y a des gens qui l'ont même pas. Donc tu comprends que c'est pas objectif comme critique. Non, c'est ça. Moi, j'accepte les critiques objectives de gens du cinéma et j'ai travaillé sur des tournages de X-Men comme figurant avec des gens qui ont travaillé avec des Bryan Singer qui a fait tous les X-Men et j'ai la chance d'avoir envoyé mon film à ces gens-là au Québec. Parce que tu sais, le Québec, c'est une plaque tournante du cinéma américain, puis il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour tourner des films. Ces gens-là l'ont vu. Et sais-tu ce qu'ils m'ont dit? La même chose que Michael Sala. Ben, regarde, moi, je l'ai vu, je confirme ça. Je le confirme parce que... Oui, mais encore, on pourrait dire, comme ça a été le cas, oui, mais Carole Lauzé, tu la connais, nanana. Ben, non, elle ça n'a pas rapport. Tu m'as pas payé. Tu m'as pas payé pour dire si j'aime ça ou pas, là. Ben, moi, je peux te le dire, j'ai trouvé ça original, les bandes sonores, tout le travail que tu as mis dedans, je suis au courant de ton histoire. Tu sais, Carole, il y a une chose qu'il faut pas oublier, et ça, c'est mon père m'a toujours dit ça. Jean-Charles, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est sûr. Pour certains, tel homme ou telle femme va être beau, et d'autres, ils vont dire, je ne l'aime pas, elle est trop maigre, elle est trop grasse, elle est trop ci, elle est trop ça. D'autres vont dire, je préfère celle-là parce que j'aime plus une personne, plus comme ci, comme ça. Et puis d'autres vont aimer les chats avec des poils et les chats sans poils ou quoi que ce soit. C'est suivant les uns et les autres. Alors, mais là, j'ai pas de problème avec ça, moi. J'accepte la critique, mais je l'ai dit, tant qu'elle est constructive. Si c'est du matraquage, du massacre, et que c'est vraiment des insultes, je ne l'accepte pas. Et il y a d'ailleurs personne, et j'invite les gens qui écoutent à ne pas accepter de se faire maltraiter comme ça auprès du monde et se faire ridiculiser. Tu as le droit d'avoir ton opinion, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu n'as pas le droit d'insulter le monde. Ça s'appelle de la diffamation. Ben oui, c'est comme les haters que tu as eu à un moment donné qui disaient « Hey, louez pas ça vaut pas de la merde, ce film-là. » Le gars l'a même pas vu. Il a juste vu la bande-annonce, puis il a jugé selon la bande-annonce que pour lui, c'était de la merde, mais il avait jamais loué le film. Non, mais de quoi tu parles? Ça, c'est comme tous les sceptiques, là. Quoi? J'avais parlé à ce gars-là, je lui avais dit « Sur quoi tu te juges puisque tu n'as pas vu le film? » Il a dit « Sur la bande-annonce. » Et là, je dis la bande-annonce, je suis désolé, je dis il y a 1,2 million de personnes qui l'ont vu en tout. Il dit il y a 1,2 million d'abrutis. Et voilà. Non mais ça, c'est correct, c'est comme ça. Il mérite 1,2 million de claques dans le derrière de la tête, c'est tout. Non. On va se mettre à... Ne prenons pas la violence. Non mais t'imagines, c'est frustrant. Ben oui, parce que c'est des gens qui ont réponse à tout. Comme disait François tantôt, il y a des gens qui vont nier jusqu'au moment où ils auront un ovni devant les yeux, vont dire c'est un effet d'optique. Comme tous les sceptiques. C'est bien foutu, mais c'est de l'hologramme. C'est ça. Comme tous les sceptiques, c'est tout de suite en partant non. Avant de dire non, Criff, je vais te dire, goûte à ma crème de champignons. J'aime pas les champignons. Y as-tu déjà goûté aux champignons avant? Non. Ben, tu peux pas dire que c'est pas bon si tu n'as jamais goûté. Puis même à ça, mon père, il disait, si t'aimes pas ça, dis pas que c'est pas bon. C'est bon puisqu'il y en a d'autres qui en mangent. Si ça serait pas bon, personne n'en mangerait. Sais-tu, notre ami en commun, Daniel Beauchamp, m'a dit, Jean-Charles, on s'en fout. Tu sais très bien que ce que tu as fait et que ce que tu as fait, on l'a vu. On l'a aimé. Si tu te cantonnes et que tu focuses ton attention sur les gens négatifs, tu ne verras que les gens négatifs.
Il n'y a pas que ça sur Terre. Il y a des plein. Moi, j'ai été accueilli par plein de gens ici qui vraiment sont captivés, qui veulent voir la suite de Rive Sud, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que ça me blesse parce que ça me touche. Je veux dire que quelqu'un n'aime pas mon film. Ben, je lui demande pourquoi. La personne me dit, je crois pas à ça. Ben là, j'ai des arguments ou pas. Et puis après, c'est correct. Mais là, c'est pas ça. On était en train de m'insulter, de me dire que j'étais une honte pour le cinéma, que je devrais faire autre chose dans ma vie. Et non, mais tu sais, là, c'est un exemple que je te donne, mais là, c'est soft ce que je te dis, hein. Parce qu'il y avait pire que ça. C'était terrible. Je te les ai envoyés les messages là, puis tu te dis. OK, comment on peut avoir une telle rage envers quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ça. Quand tu connais pas l'histoire des gens, mais ça m'intéresse même pas de connaître votre histoire, je sais que vous êtes ainsi, ça. C'est ça, c'est de juger tout de suite en partant. Mais c'est parce qu'il faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui font que ça sur Internet, à essayer d'aller détruire les autres. C'est comme une façon de se remonter. Je ne sais pas, je connais pas leur vie, mais on dirait que ces gens-là sont, j'aurais même tendance à penser qu'ils sont payés pour pouvoir descendre, c'est d'autres personnes essayer de détruire leur travail ou ce qu'ils font dans... Parce que des fois, ça... Pardon? J'ai eu ma passe, Manon, j'ai eu ma passe de... comme tout être humain, parce que je suis quand même en partie humaine, même si... mais j'ai eu ma passe de... OK, ça m'est rentré dedans, hein, tu prends une claque, tu l'absorbes, puis après tu réfléchis à ce que tu fais. Mais là, maintenant, ça ne me touche plus. Ouais, ça ne me touche plus parce que je sais exactement, entre guillemets, ce que je vaux, sans aucune prétention. Je sais ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que je vais faire encore. Et le fait que je sois déjà en contact avec Michael Salla et que, déjà, pour moi, c'est déjà gagné. Les prix, les awards, les machins, je m'en fous. Ça n'est un beau prix. Je peux délivrer mon message auprès des gens, que les gens me le rendent en m'écrivant. Si vous saviez, les filles, les messages que je reçois de madame, de monsieur personnel dans mon messenger de une page en me disant merci pour ce que vous avez fait. Ça fait 30 ans que je ferme ma boîte parce que je me fais ridiculiser, mais vous m'avez donné le goût de parler. Voilà. Votre film est extraordinaire. J'avais le goût de pleurer. Voilà. Ça c'est les plus belles récompenses qu'on peut pas avoir. J'ai failli faire un post avec voici les messages qui m'ont fait chaud au cœur des gens dans le monde, en français et en anglais, qui m'ont écrit. Que ce soit au Québec, que ce soit en Argentine l'autre fois, même en russe. Je l'ai fait traduire parce que je comprenais pas du tout ce qu'il disait. Puis c'était le gars travaillait dans les effets spéciaux en Russie, puis il avait dit que c'était extraordinaire. Ça m'a fait de quoi là? Ça m'a fait ma journée. Ça m'a rendu tout. Waouh! J'étais là, aïe. Là, il fallait que mais juste sur 3 personnes qui m'ont blasté, il y en avait 50 ou 100 qui m'avaient écrit des belles choses. Mais tu sais, ton cerveau va juste focuser sur les 3 parce que ça te gêne, tu sais. C'est parce qu'on n'en veut pas de ça. Non, il faut pas. On voudrait que tout soit parfait, tout soit... Puis là, il y en arrive 2-3 qui nous... Puis je dirais garrocher, c'est comme des couteaux en plein cœur, des fois, dans le propos, dans la façon de le dire. Parce qu'on est sensible, on est des hypersensibles, hein, Carole. Ça. Exact. Alors, ça nous affecte plus que d'autres. Et puis d'ailleurs, le but, c'est ça, hein, c'est de te déstabiliser, de t'affecter. Voilà. Quand on te dit, j'espère qu'il n'y en aura pas un deuxième, tu dis, mais bien sûr que oui, il y en aura même un 3e, si tu veux. Et puis le plus beau trophée que tu vas pouvoir avoir, c'est d'aller à Hawaï. Oui! Hein? Ça, ça l'est, ça, ton trophée gagnant, ça. Ouais, juste d'aller là, filmer là-bas, avec l'opportunité que tu as là-bas. Tu veux que je te dise, mon premier trophée, c'est mon public ici au Québec, quand j'ai fait la première à Québec, dans ce beau cinéma où on était, hein, Carole. Oui. C'était magnifique. Oui. Et puis, le deuxième, c'est ma nomination au Alien Award avec, dans la compétition, le grand Bob Lazar. Ça, là, pour moi, là, c'est ça. Quand j'ai vu que j'étais sélectionné, là, je sautais comme un kangourou dans mon salon. J'étais là, calme-toi, Jean-Charles, t'as pas gagné. Tu te dis dans ta tête, je dis, mais si. Ben oui, t'as gagné pour moi, tu comprends? Oui, t'as gagné carrément. Hey, tu vois, j'ai Cyril qui vient de m'envoyer un message, justement, là-dessus, sur ce qu'on disait tantôt. Il dit, puis il vient de la France aussi. Il habite encore là. Je sais pas qu'est-ce que t'attends pour déménager, Cyril, parce qu'on est bien ici malgré l'hiver. Mais bref, il écrit, je suis pas étonné de l'accueil par les Français adeptes des ovnis. Plus ils sont désobligeants, plus ce sont des incapables, rassure-toi, qu'il dit.
Mais ils sont pas tous comme ça. Non, mais lui, il y en est un gars qui fait des recherches, justement. Puis qui Écoute, Elisabeth de Caligny, là, qui est quand même une pointure, comme on dit chez nous en France, je sais pas si on dit ça aussi ici, une pointure, là, oui? Oui. On dit ça? Oui. Elle a vu mon film, puis elle a fait un texte sur Nurea TV, puis elle a parlé de ça pendant 8-10 minutes. Tu te rappelles de ça, là? Mm-hmm. Puis j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Quelqu'un m'a appelé. Je pense que c'est une personne qui est dans mon Facebook, Cathy O'Connor. Oui. Salut. Oui, salut Cathy. Elle écoute l'émission aussi. Et elle a dit, hey Jean-Charles, on parle de toi sur Nurea TV. J'ai dit, oh ouais. je savais pas. Puis quand j'ai écouté, j'ai fait, oh my God. Elle était là, il a tout fait, il a fait ci, il a fait ça. Là, j'étais là, c'est une Française de France qui est en train de parler de mon film. Là, j'étais content. Tu comprends? Puis je suis passé aussi à l'émission de Bob Belanca, BTLV. C'était bien, c'était correct, tout était correct. C'est après que ça a commencé à dégringoler. Je suis passé aussi à l'émission en Belgique, au Sentier du Réel, avec Alexis. Je sais pas si tu connais cette émission-là, au Sentier du Réel. Oui. Vraiment, vraiment très, très bien. Puis je suis passé aussi à l'émission, Sentier du Réel, c'est en Belgique, ça, hein? Oui, en Belgique. ODH TV aussi. Oui. Que je salue aussi. Donc, oui, en passant, vraiment... Gilles t'appuie à 100% dans toutes tes démarches et t'étais dans son... une de ces émissions là, de cette semaine, la semaine dernière, je t'ai envoyé le lien. Oui, je l'ai vu dans le best-of, là où on parlait justement des gens qui l'avaient interrogé. Oui, puis je pense que tu vas être encore sur un autre pour le mois d'octobre aussi, je crois. Okay. Parce que... J'adore ce qu'il fait pour ODH. Là, je trouve que lui, tu vois, il se démarque. Là. Oui. Il démarque vraiment. Là, puis, il balance tout ce qu'il a balancé. Donc, tu vois, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Sauf que il y a des gens qui dirigent certaines institutions ufologiques en France qui devraient justement m'appuyer parce que c'est quelque chose de pertinent et que je sais quand même de quoi je parle. Je veux dire, j'ai enquêté sur des cas et j'ai vécu des choses personnelles. Mais on dirait que c'est comme incompatible. C'est comme s'il fallait pas parler de ça. Mais c'est pas tout le monde. Hein. Mais je pense qu'il y a une muselière quand même qui est mise sur l'ufologie en France. Oui, c'est clair. Tous les Français ne sont pas comme ça. C'est ça le problème. Toi, il faut pas. Je veux pas non plus les juger tous. C'est une catégorie de Français. C'est ça. Donc, il y en a beaucoup, mais c'est une catégorie. C'est une catégorie. Mais les grosses institutions sont derrière. Alors, ça fait rouleau compresseur. Et les gens disent ouais, mais tu sais, si jamais c'était vrai, on en parlerait à telle émission. Puis telle émission, ils sont payés pour justement décrédibiliser le sujet et justement désinformer les gens. Donc là, forcément, là, t'es déjà perdant avant d'arriver sur la ligne. Il y en a tellement beaucoup ici, même au Québec, des gens comme ça qui sont là à détruire les autres et même des supposés enquêteurs ou ce qui te... Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a que s'il faudrait que je parle... Et il y en a une méchante gang qui vont tomber. En tout cas, la NASA, mais je ne suis pas de même. Fait que je suis non, pas, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire l'émission. On n'est pas là pour salir du monde qui, eux, salissent les autres. C'est ça. Mais il faut faire l'inverse. Il faut envoyer de l'amour et puis c'est tout. Et puis de toute façon, on sait très bien qu'à un moment donné, le balancier va tomber dans l'autre sens, ce qui est en train de se passer. Exact. La NASA est en train de dévoiler des choses. Voilà, la vie va se charger de tout ça, de tout ce petit monde qui ridiculise le reste du monde. C'est ça, exact. Hey, on va aller à une dernière pause et on revient tout de suite après. On est même en retard d'à peu près 10 minutes sur notre pause. J'ai la langue trop tendue. On revient tout de suite après. Ouais. De retour en ondes avec Jean-Charles Moyen, Manon Derry à la co-animation. J'ai reçu des messages, puis dans le fond, des commentaires comme Cyril qui dit « Et si Mars était une jumelle de la Terre, la polonisation de la Terre avec un corps céleste massif ayant frôlé Mars ?» En tout cas, allez la lire, la question, c'est assez intéressant. Et Chantal aussi qui dit la dissimulation, non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Elle marque ton histoire du gars tantôt que tu te retrouves sur Mars. Qu'est-ce qui dit que sur Mars, mais pas seulement que sur Mars, mais sous nos pieds, qu'est-ce qui dit qu'il y a 10 ou 12 000 ans,
Il n'y a pas quelqu'un qui nous a fait croire que la Terre, ou ben pas nécessairement fait croire, mais la Terre était peut-être en danger aussi à cause des changements de tout ce qu'il y a eu climatique et on s'entend-tu qu'il y a eu des revirements des pôles aussi dans ces années-là. On avait la mer de Champlain qui n'est plus là aujourd'hui. Mais dans le temps, qu'est-ce qu'il dit que ceux qui sont sous nos pieds, dans les grottes souterraines, ou je sais pas trop combien de kilomètres sous terre, qu'est-ce qu'il dit que c'était pas des humains qui, dans le temps, auraient pu s'adapter à être toujours à la noirceur où les yeux changent, la physionomie va tout de suite changer suite à ça, veut pas. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce ne sont pas des anciens humains qui ont grandi, modifié, changé? Ça, c'est une autre théorie intéressante que Chantal apporte, un autre point intéressant. Mais je le lirai. Oui. Tu veux parler de l'Agartha? Ben, tu sais, comme en fait, autrement dit, comme elle dit, tu sais qu'ils sont là depuis des décennies, que nous, ce qu'on observe, là, les autorités savent forcément que des humains qui ont été explorés et exploités dans le temps ou qui ont été sont là sous nos pieds depuis des millénaires. Ils ont toujours vécu là, puis ils se sont dit, ils se sont fait dire, montez pas en haut, vous allez vous faire tirer dessus. C'est une gang de malades qui vivent en haut. Soit où l'air n'est pas respirable. Les intraterrestres, c'est ça? Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui dit que ce n'étaient pas des humains à l'époque, il y a 12 000 ans, qui ont changé de physionomie à la force d'être pas au soleil. J'avais des informations là-dessus, là, mais tout est toujours à prendre avec supposition. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Eh bien, qui nous dit que ceux qui sont à l'intérieur de la Terre ne savent pas que nous-mêmes, on existe et qu'on leur a caché la vérité parce qu'il y a un gouvernement intérieur qui leur dit qu'en haut, il n'y a plus rien et que ça serait radioactif, pas. Donc, ils ne sont pas au courant qu'en haut, il y a quelqu'un. Mais c'est ça. Ou si ils savent, ils se sont peut-être fait dire, c'est une gang de fous, elle n'est pas là. Vous allez vous faire tirer, vous allez vous faire tuer. C'est ça. Si tu savais ce qu'on fait en haut, là, t'aurais envie de monter, prendre contact? Pas vraiment. Ça me fait penser à un film que j'ai vu, j'essaie de me rappeler le titre, là, La Cité d'Ambre. C'est un film qui se passe à l'intérieur, justement, qu'il y aurait eu une bombe nucléaire et qui aurait emmené des familles sous terre Ils auraient créé un monde sous terre et eux autres ont toujours habité là parce que pendant X années, c'était irrespirable au-dessus. Sauf que on maintenait les gens à l'intérieur jusqu'à ce que 2 personnes décident d'aller voir ce qui se passe pareil, malgré tout. Et avec peine et misère, on réussit à monter pour se rendre compte qu'il y avait un soleil, qu'il y avait un ciel, que c'était... c'est un peu... je dirais un film pour tous âges, mais plutôt pour les jeunes, si on peut dire. Mais quand même, c'est un film qui est très bien fait. Puis ça me rappelle ça, justement, là, de ce que Carole disait. Que pourquoi, d'après la question à Chantal, pourquoi est-ce que ce serait impossible qu'il n'y arrête pas des gens sous terre qui, justement, si on leur dit que c'est radioactif, qu'il n'y a pas l'air, c'est irrespirable, et qu'ils vont mourir aussitôt qu'ils vont rentrer en contact de l'air, il n'y a pas personne qui va chercher à monter. Comme il disait... voyons, je me rappelle plus son petit nom. François. Il y a pas pire prison que ce qu'on peut se créer mentalement comme prison. On est bloqué là, on est arrêté là parce qu'on nous dit ça et on focus là-dessus au lieu de se rebeller et de chercher à aller. Mais oui, effectivement, moi, j'ai pas de misère à y croire du tout. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, pour répondre tantôt pour Cathy O'Connor qui dit oui, elle m'a commenté ça aussi. Elle dit, j'étais très fière qu'on parle de notre Québécois français préféré sur Nouréa TV. Donc, c'est effectivement, Cathy nous écoute. Non, c'est gentil. Oui, mais c'est parce que ça fait du bien de savoir que les gens, et c'est vrai ce que disait François, il y a un éveil de la conscience planétaire qui est fait en ce moment parce que les gens, grâce à Internet, qui n'est pas seulement négatif comme certains pourraient l'imaginer, mais il y a du positif aussi, eh bien, les gens peuvent s'instruire par eux-mêmes. Tu es assis sur une chaise chez toi, sur ton ordinateur, et tu peux voyager dans le monde entier et d'aller chercher tous les documents déclassifiés. Tu peux être au courant de tout. Et après, écoute, sans bouger de chez toi, là, tu fais des formations en ligne, tu fais des Zooms, des conférences, puis tu peux être très instruit, là. Alors, dans le domaine ufologique, bien sûr qu'il y en a à prendre et à laisser, comme on a dit tantôt, mais l'information est accessible à qui la veut. Oui, effectivement.
Mais c'est fou, là. Mais côté Michael Salla, admettons, là, Oui. il s'enligne vers quoi, lui, comme ses théories en gros, là? Ces théories, en gros, c'est plus que des théories. Il a fait des recherches sur de nombreuses années. Il est allé directement à la source, voir des colonels, des généraux dans l'armée de l'air, l'armée de mer, etc., qui sont à la retraite, d'autres qui étaient quasiment sur leur lit de mort, comme William Tompkins qui est décédé l'année dernière, je pense, et puis qui ont dit avoir eu des contacts. Alors c'est des généraux, hein, ils ont 80 et quelques années, des contacts physiques avec des races extraterrestres pendant la guerre en 39-45, et qu'il y avait des programmes spatiaux clandestins, comme on en parle dans le documentaire du MUFON qu'on a fait avec Marc Saint-Germain, sur une alliance extraterrestre et allemande à l'époque des années 40, oui, où ils avaient des ovnis avec de l'énergie libre, évidemment celle de Tesla, avec le sigle de la croix gammée sur les ovnis qu'on a retrouvé lorsque les Américains sont venus entre guillemets nous sauver des vilains nazis qui en fait ne sont pas tous morts comme on dit et qui sont allés se réfugier en Argentine. Avec l'opération Paperclip, c'était récupérer tous les scientifiques nazis et les faire travailler pour les États-Unis en leur demandant qu'est-ce qu'ils savaient faire dans la rétro-engineering, parce que tous les vaisseaux qu'on a récupérés qui se pétaient la gueule de l'espace sur la Terre, et quand ils les récupéraient, ils les démontaient pour voir comment c'était. Et puis il y a beaucoup de choses qui volent dans notre atmosphère qui ne sont pas forcément extraterrestres, hein, qui sont peut-être de nous, mais comme ça fait 40 ans qu'on nous ment, on a des appareils qui ressemblent à des appareils extraterrestres parce qu'ils ont été modifiés avec nos technologies à nous, tu sais. Et puis c'est peut-être tout à fait terrestre ce qu'on voit nous, qui se promènent la plupart du temps. Mais il y a aussi des alliances. Et c'est ce que dit Michael Salla. Il parle de l'Antarctique. Il parle de tous ces pays dans le monde, et les gens, il les a rencontrés. Lui, c'est pas l'homme qui a vu l'ours, lui, c'est quasiment l'ours qu'il a rencontré, lui. Ouais, c'est ça. Tabarouette, donc c'est très crédible comme monsieur, mais en fait, son métier, lui... Oui. Il est quoi? Il est docteur en exopolitique. C'est ça que j'allais te dire, j'allais te demander. Ouais. Et je peux te dire une chose, c'est que quand quelqu'un dit ouais, mais ce qu'il dit ça là c'est des conneries, je veux dire ok, il devrait aller à Hollywood et gagner tous les prix Pulitzer de ce que tu peux, parce que c'est fait que le 4e livre va sortir bientôt de 300 pages. Il y a des détails, et à la fin de la table des matières, il y a les endroits où tu peux aller chercher les documents qui sont déclassifiés, les noms des gens, des généraux, des gens qui se sont confiés, des gens qui ont parlé sur leur lit de mort, des gens. Écoute, c'est des détails. Tu ne peux pas inventer. Et à un moment donné, t'as ton intelligence, et puis tu peux pas inventer autant de détails. Non, puis il y a d'autres gens après qui vont corroborer ce qu'il dit, Corey Goode ou qui que ce soit, qui vont comme corroborer ce qu'il dit à la virgule près, ou Randy Kramer. Donc il y a quelque chose de vrai dedans. Tu sais, il parle de choses hallucinantes. Moi, quand je l'ai vu, je sais pas si je peux en parler là, mais il a parlé d'une fameuse injection qui s'appelle. Il y avait un sérum de longévité pour l'homme. Oui, j'ai vu ça. Qui ferait régresser en âge les gens qui ont 40, 50, 60 ans à 22 ans pour les femmes, et à 26 ans pour les hommes. Et les gens resteraient bloqués à cet âge-là pendant 2500 ans. C'est beaucoup, ça. C'est une technologie médicale, spatiale, que les extraterrestres auraient offert en échange d'abductés ou de choses comme ça. Tu sais, c'est des échanges, comme si on était une denrée alimentaire, une sorte de bitcoin interplanétaire, tu vois. Genre, on échange. Ou on travaille comme esclave, ou on travaille comme reproducteur, ou on travaille pas puis on se fait bouffer. Tu sais. On a chacun notre utilité. Et il explique ça clairement. Et, curieusement, il y a à peu près 3 semaines, dans un livre comme Science et Vie, ils ont découvert des scientifiques qui ont fait un sérum de longévité, mais qui n'est pas encore prêt pour les humains, soi-disant, mais ils l'ont testé sur une souris. Et la petite souris blanche qui vaut 1,50 chez ton truc d'animalerie, là, qui vit normalement 2 mois maximum, là, ça fait 4 ans qu'elle vit. Alors, si tu multiplies le coefficient par rapport à l'âge où elle aurait à peu près l'équivalent de 300-400 ans, la souris. Donc, tu comprends que tout ce qu'on nous dit, qu'on nous cache, puis que Michael Salla dit dans ses livres, c'est perturbant pour la personne qui est pas au courant de rien. Quand tu lis les premiers bouquins de Salla sans être au courant de rien,
tu prends une méga claque. Mais hein? Hey, mais c'est intéressant parce que tout ce que tu te dis, il y a marqué veuillez vous référer à tel document. Là, tu vas au document, tu regardes, tu fais mince, c'est vrai. Tu sais? Ouais. C'est des documents officiels avec le tampon de la Maison Blanche. C'est des trucs qui ont été, après 50 ans, le secret devient public, soi-disant au niveau de la loi. Tu peux pas, après 50 ans, ça tombe dans le domaine public. Donc, tu as accès à l'information. Après, où est-ce qu'elle est? À toi de la chercher, mais elle est accessible. Il y a plein de choses qui sont accessibles sur Internet où ce sont des vrais documents, ce qu'on appelle des documents déclassifiés. Exactement, exact. Ça, il y a bien des gens qui ne sont pas informés de ça. Non, mais il y en a qui n'y croient pas, puis ils pensent que c'est des inventions d'ufologues ou de supposés. Qui lisent déjà les livres, puis après, on en reparlera. C'est ça. C'est ça. Hey, il nous reste à peine 2 minutes à l'émission. Mais je veux te dire que j'ai reçu aussi un message en privé sur Zone Parallèle là, qui vient de Nelson Brigane qui dit Jean-Charles, t'es super, merci avec un thumbs up, un petit pouce en l'air. Je ne sais pas si tu connais cet homme-là, mais en tout cas, bref, c'est ça. Et j'aimerais aussi rappeler, parce que j'ai demandé à Jenny de me rappeler la date de votre prochain événement avec MUFON Québec. Ça va avoir lieu le 28 mars 2020 à Laval, au Sheraton, à l'hôtel Sheraton. Alors, ceux qui veulent, je ne sais pas si à partir de quand les gens peuvent réserver le place pour votre conférence, votre le plus tôt est le mieux pour avoir les places parce que ça part tellement vite qu'on peut se retrouver très vite complet. Effectivement. Et, chaque année, c'est de plus en plus gros et il y a de plus en plus de monde qui ont compris que notre structure était solide et que on donnait de l'information. Maintenant, on ne rit plus. Je peux pas dire qu'avant on riait, mais on faisait attention à ce qu'on disait. On a décidé d'allumer la machine, ça va faire. Ouais. Parce qu'il y a trop de choses qui sortent, qui sont heavy, là, où on se dit, là, le MUFON, il parle des petites lumières, des crop circles. Non. Le MUFON, on a des informations qu'on donne au compte-gouttes parce qu'on veut pas non plus effrayer les gens. C'est évident. Mais là, maintenant, on a décidé, non pas de les effrayer, mais de les mettre au courant de ce qui se passe réellement. Donc là, soyez pas étonnés que dans les conférences de MUFON, on va passer à la vitesse supérieure. La Lune, Mars, tout ce qui se passe, les conglomérats interplanétaires, les super soldats et tout le kit. Parce que là, on est obligé d'en parler. Parce que les gens pensent qu'on n'est pas au courant, mais c'est faux. On est au courant. Justement, Jenny vient de me confirmer que maintenant, sur le site, c'est en ligne. Vous pouvez réserver pour votre prochaine... Et voilà. Votre prochain congrès. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'avoir été là, parce que là, ça se termine abruptement. On a l'émission Vente fraîcheur qui suit dans quelques instants. On a Manon, t'as un petit peu, Manon Poulain, on t'a un petit peu ton... Celui-là. Ton micro est ouvert, Manon? Allô? Ça va bien, Manon? Super bien. Ça va vite un matin? Oui, ça va vite. Regarde, j'ai commencé un petit peu en retard, moi aussi. On est même rendu après-midi, hein? Ben, c'est ça. Mais moi, pas dans ma tête. On parle de quoi, ton émission aujourd'hui? J'ai 5 super invités aujourd'hui. Ça va être vraiment génial. Manquez pas ça. J'ai quelqu'un qui est rendu une Québécoise pure laine, mais elle vient de la Côte d'Ivoire. Gadon. Elle a connu la guerre là-bas, donc ça va être vraiment très intéressant d'entendre son histoire. On va savoir aussi quoi faire avec un de mes espadrilles qui a un trou dedans. Un pot de fleurs? Donc, bref, il y a plein de beaux sujets. Comme je vous ai dit, j'ai 5 beaux invités différents avec des sujets différents. On va même parler des grands-parents. Donc, ne manquez pas ça. OK. Alors, on se dit à tantôt avec Vente fraîcheur. Yes! Merci beaucoup, Manon, d'avoir été là pour la co-animation. C'est super. On n'a pas eu le temps de faire la météo. Malgré tout, mais ça, c'est ça. On va être comme sur le... Il fait beau. Ben, c'est ça. Bref, c'est ça. Merci aussi à François Petitgrou d'avoir été là en début d'émission. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'être là. Il va falloir que tu reviennes parce qu'encore là, c'est toujours agréable de te jaser. Oui, merci, Jean-Charles. N'oubliez pas la page Facebook Rive-Sud d'origine. Hein, c'est la page Facebook sur laquelle je dis tout ce qui se passe, les tournages. Donc, je vous attends en grand nombre, chers amis. Parfait. Et c'est vrai, tu me fais penser aussi, n'oubliez pas, j'ai créé un événement pour Jean Cazot qui va avoir lieu le 30 novembre prochain. Allez voir sur mon site Facebook pour avoir plus de détails. On rend hommage à Jean Cazot, le grand Jean Cazot, le 30 novembre prochain. Alors, merci beaucoup à vous tous. Bonne semaine à tous.